Ils m'ont juste dit, prends une espèce d'accent un peu slave, bizarroïde, machin. Ouais. Je l'ai fait et j'ai rigolé après parce que tous les commentaires sur YouTube ont dit, ah, il est formidable, Gad Elmaleh. Personne ne sait, voilà, tu es un des rares à savoir que c'est moi. Eh bah super. Voilà, Bah, écoute, la bande annonce, c'est moi. Donc j'étais content, voilà, j'ai fait quand même Mais un bien petit sûr. bout de Minions. Connaissez-vous le groupe des années 60, The Mamas and the Papas ? Mais si, ceux qui chantaient California Dreaming. Eh bien, j'aurais tellement aimé vous dire que l'invité de cet épisode est leur descendant, mais en fait, non. Constantin Papas, le français au nom grec d'origine russe, est né au Soudan. Vous inquiétez pas, il va nous raconter. Vient nous parler de Steve Carell, qu'il fait depuis The Office, Peter Dinklage, le facétieux Tyrion Lannister de Game of, de son travail sur les animés tels Yu Yu Hakusho, ou encore Shiryu dans le chapitre Hades des Chevaliers du Zodiaque, de son parcours d'enseignement, de sa passion pour la photo, du rythme des séries télé, et du devoir qu'il s'impose de regarder les œuvres sur lesquelles il travaille lors de leur diffusion. Bon, c'est qui le plus fort? Parce que je m'interroge. C'est le thé ou le café? Thé, café. Tu vois, même toi, t'as vu? T'as pensé Oh, l'un, tu m'as t'as dit perturbé, tu m'as pris de court. Café. Toi, t'es café? Ah ouais, Tous les matins? ah ouais. Et pas que le matin d'ailleurs, j'en bois trop même. Ah ouais? Combien t'en bois par jour? J'en suis à 6-7. Et puis des doubles expresso, quoi. Pas... Oula. Ouais, parce que le café américain, c'est pas du tout mon truc. Ouais. Donc c'est plutôt le café alors. quand je... Ouais, mais pas du café, ça. C'est du jus de chaussette. Ouais. Mais ça m'empêche pas. J'ai des souvenirs de ça en Angleterre. Quand j'allais en Angleterre, j'avais 18-19 ans et on prenait toujours le même train le même parcours et on traversait, on arrivait à Folkestone et on allait à Londres et on arrivait toujours à 7h du matin et il y avait un McDo qui était en face de Waterloo, si tu veux, et donc on prenait le café pour se réchauffer, évidemment, et c'était un café de merde américain, mais j'étais quand même content de Oui, voir tu que vois, c'était ça un peu réchauffe chaud. au moins. Un Ouais. petit peu de caféine. Enfin, ça vaut pas un bon café grec ou un bon expresso italien. Qu'est-ce que tu faisais en Angleterre? Des achats de disques et des concerts punk. Des achats de disques. Alors, des disques punk, du coup? Ouais. Il y avait une chaîne de magasins, ils étaient 3, c'était des Tape and Extensions. Okay. Et tu avais donc par exemple pour le reggae, j'achetais beaucoup d'albums de reggae. Ouais. Et c'était l'époque où tu sais, il y avait des sounds et tout ça, et les disques étaient utilisés qu'une fois, et après, hop, ils les mettaient. Et c'était 20 pence. Wow. Toute la collection Greensleeves de Jamaïque, et donc j'achetais ça, et après tout le reste, les punks, il y avait toute une tendance, beaucoup de groupes qui mettaient carrément sur leur pochette, ne dépensaient pas plus d'une livre pour ce disque. Ah, trop bien. On a fait des grosses affaires. C'est pas la même époque. Hein. Pas la même. Oh putain, mais quand je vois le prix d'un album aujourd'hui, ce que je payais à l'époque, et j'ai gardé les étiquettes sur les albums. Et do not pay more than 75 pence, tu fais. Collector. Wow. Ouais. Bon et tu sais que j'ai. Et alors, puisqu'on parle de ça, il y a une appli maintenant où tu prends en photo la jaquette du truc, et tu as le prix du disque là. Dit, tu sais en bourse combien ça vaut. Ouais. Ok. Super. Comme une bagnole, l'Argus. Ok. Ouais. Ok, marrant. Je l'ai pris parce que je trouvais que c'est une bonne idée. Je les vendrai pas pour l'instant, mais carrément. si je les donne à mes enfants et qu'ils veulent les vendre, voilà. Moi, je les vendrai pas. Puis tu as l'idée de la valeur, tout simplement. C'est aussi une bonne idée. Absolument. Tu as encore la place d'avoir tous tes disques? Ça devient compliqué. Hein. Tu les as gardés? Ouais. Tous? Wow. Ouais, tous. T'en as combien? Je sais même pas combien j'en ai. Tu les as même pas comptés? Non. Non, mais c'est pas un réflexe, ça. Je les ai rangés par ordre alphabétique, ça, oui. Ouais. Enfin, j'ai essayé, parce qu'après, au bout d'un moment, ça merdouille. Ouais. Mais non, je sais pas combien j'en ai. Tu vois, tu vas... petite occupation pour les vacances de Noël. Ah oui, il faudra au moins ça, ouais, je pense, ouais. Ouais, ça peut être sympa. Ah oui, bonne idée. Ça peut être chiant, mais sympa. À la fin. C'est les deux. Ouais. Avec une bonne tasse de café. Tu vois, finalement, on en revient toujours là. Ok, 7 cafés par jour, dis donc. Ouais. Ah, ça te fait plus rien, en fait. Ça fait comme j'ai bien peur du jus de fraise, quoi. Quasi, ouais. Ouais, c'est plus une habitude maintenant, plus qu'un plaisir. Ceci dit, quand il est bon, il est bon. Hein. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai jamais bu de café de ma life, à part un petit capouche de temps en temps pendant les vacances, tu vois. Machin. Mais je buvais un café, moi je dormais pas pendant 15 jours, donc j'avais vraiment pas besoin. Et là, il y a un mois, pour mon anniv, j'ai eu une envie de café, je sais pas. Okay. Donc, ma famille m'a offert une machine à café et je peux faire des capouches. Ah, bah comme tu veux, le dosage que tu veux. Et donc, quand je me lève tôt le matin pour écrire, griffouiller mes trucs, la première chose que je fais, je me coule mon petit expresso ou mon petit cappuccino. Et puis, juste ça, je vais écrire pendant 1 heure. Okay. Puis après, je remonte pour un vrai petit-déj. Mais t'as ce petit moment-là avec ton exactement. Petit café, avec le bruit et l'odeur. Avec le bruit. Parce qu'en fait, tu vois, le goût, j'avais jamais apprécié. Effectivement, côté amer et tout. Par contre, l'odeur, ça me ramène mes parents quand on buvait pendant le week-end. Et ils en buvaient que le week-end. En fait, la semaine, ils faisaient du thé. Ok.
Et le week-end, il faisait du café. C'est pas banal, ça. Notamment pour ça que je pose la question, thé ou café. Ah ouais. Mais donc, du coup, pour eux, le café, c'était le week-end. Et peut-être parce que le café coûte plus cher, je sais pas, j'en sais rien. Mais peut-être qu'on devient plus dépendant avec le café. Pareil, j'en sais rien. Je connais pas leur logique derrière. Moi, j'aurais fait l'inverse, curieusement, parce que le café... Ceci dit, le thé, ça réveille aussi, mais le café, quand même, c'est un bon réveil. Donc, quand tu vas en semaine travailler, t'as plus... Mais non, mais remarque, il y a sûrement une raison. Tu l'auras jamais demandé ? Je l'aurais jamais posé la question. Il faudrait que je demande à mon père. Ouais. Mais tu vois, moi, je vais compter mes albums et toi, tu... exactement. Mais du coup, tu vois, ça a l'odeur du week-end pour moi. Oui. Donc, oui. Donc, ça renvoie des belles choses, quand même. Ouais, mais carrément, le week-end, c'était trop bien. On pouvait compter nos albums pendant le week-end. Bon, alors, j'ai lu que tu étais né cette année-là, comme l'appelait Clo-Clo. Oui. À Khartoum, au Soudan. Oui, monsieur. Qui s'y faisait là-bas, papa et maman? Ils étaient en vacances ou quoi? Très bonne question. Écoute, c'est une histoire de dingue, en fait. On va commencer par le début, alors, Mathieu. Je suis né quand j'étais petit. Voilà. Maman, j'ai beaucoup de pièces de puzzle qui me manquent, mais ma fille a pris le relais, elle est en train de chercher. Maman était 100% russe. Mais bien. Elle est née... Elle est née à Téhéran, en Iran, en 37. Ça voyage chez les papas, ça. Et je ne sais pas pourquoi ils se sont retrouvés. Alors, ma fille est en train de chercher... Oui, ça voyage. Ma fille est en train de chercher parce qu'on a vaguement une piste qui montrerait que les parents de ma mère étaient enfin, surtout le père était un militaire et que c'était l'époque où le Shah d'Iran voulait constituer un régiment de Cosaques spécialement pour lui, et peut-être qu'il faisait partie de ça, d'où ce voyage là-bas, tu vois. Mais on n'est pas très sûr de ça. Ils ont disparu très vite dans des circonstances étranges. Et donc, ma mère s'est retrouvée avec ses deux grandes sœurs, une sœur de 2 ans et une qui avait 50 plus qu'elle, orpheline donc de cette famille. Et la grande sœur, pour être sûre de ne pas être séparée d'elle, s'est fait passer pour leur mère. Et donc, tout ce petit monde est parti au Soudan. Ça, c'est la partie de maman. Et donc, elle a travaillé là-bas, elle a travaillé chez Shell, etc. Elle a fait une grosse partie de ses études au Soudan. Et de l'autre côté, mon père, lui, est né au Caire. Il est gréco-libanais. Et il s'est trouvé qu'à un moment donné, il a eu une opportunité pour aller travailler à Khartoum, au Soudan, pour travailler sur des barrages, etc. Et la rencontre s'est faite là-bas. Voilà. C'est trop bien. Mariage là-bas. Naissance du petit Constantin là-bas. Et puis mon père, qui était ingénieur à l'époque, c'était pas son truc, il voulait être architecte depuis longtemps. Donc il a fait une demande pour faire les beaux-arts, soit de Londres, soit de Paris. Et c'est Paris qui a répondu. Voilà. Donc le petit Constantin est arrivé à 2 ans et demi, 3 ans à Paris. Mais c'est un film ou un livre en fait, ton histoire. Il y aurait de quoi, et je t'ai pas tout dit encore, peut-être que tes questions après m'amèneront sur d'autres trucs, mais c'est une drôle d'histoire. Comment a fait ta fille pour rechercher tout ça? Écoute, elle est passée par un gars un Suisse qui travaille là-dessus, dont c'est la spécialité de la généalogie, tu vois, et donc de temps en temps il arrive à chercher des trucs. Alors comment il fait, je ne sais pas. Moi je sais qu'à l'époque on avait des amis et il y avait une Russe, quelqu'un d'origine russe, qui disait le Parti communiste à tout garder. C'est-à-dire que si tu as un billet de train, avec le billet de train, ils peuvent retrouver... Alors, j'ai pas eu l'occasion mais on peut... En tout cas, sur la partie russe, c'est là où on a le moins d'éléments. Parce que du côté grec, du côté de mon père, c'est plus facile. Mais du côté de maman, comme c'était, il y a les révolutions d'octobre, machin, les Russes blancs, la guerre, machin, bidule. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, elle se fait aider pour ça. Mais c'est elle qui a pris le relais. Moi, Comment te dire? Moi, j'ai gardé ça comme étant un roman familial qui peut me permettre d'écrire un livre. Tu vois, que je n'écrirai peut-être jamais, mais dans cette difficulté de cette famille et de ces trucs, j'en ai fait quelque chose, tu vois. Alors que ma fille est née et la seule personne manquante, c'était sa grand-mère, donc maman. Alors que les 3 autres étaient là, et va savoir, les enfants vont toujours vers la partie manquante. Et ça l'a toujours questionnée. Et comme elle voyait que je n'étais pas capable de répondre aux questions qu'elle me posait, elle s'est dit, je vais faire ma recherche, tu vois. Elle fait ses propres recherches. Trop bien. Ouais. Donc, mais je suis riche de ça, quelque part, tu vois. En même temps, c'est de la souffrance, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été un peu bizarres, et puis on a toujours besoin de connaître un peu son passé. Mais j'en ai fait quelque chose, et j'ai fait voilà. Quand tu parles de souffrance, c'est le manque, le côté de pas savoir. Le manque de pas savoir, le pourquoi des choses. Le pourquoi des choses, Il y a comme un vide, en fait. Oui, c'est ça. Ok. Et ma fille veut combler le vide, elle ne l'accepte pas, elle. C'est assez féminin, ça, de pas accepter. Ouais. Tu vois, mon fils, lui, ça le dérangeait pas plus. Il vivait à Théodora. Les bonhommes, ils font avec, ils disent, bon, allez, c'est comme ça. C'est ça, exactement. Mais les femmes, elles veulent savoir. Elles veulent savoir, elles, Il y a quelque chose de l'ordre. Oui, absolument. C'est quelque chose de très... Peut-être il y a la maternité derrière ça, l'histoire de ses enfants, de la maman. Il y a quelque chose de fort là-dessus, la chair de sa chair. Peut-être. Ouais.
Bon, bah écoute, je lui souhaite toute la réussite parce que Oui, qu'elle nous tienne au courant parce que. Mais ça lui fait du bien au fur et à mesure, tu sais. Et en plus, parallèlement, elle fait ce qu'on appelle les constellations et elle a plein de réponses familiales. C'est des constellations familiales et ça répond à pas mal de questions. Quand tu dis constellation, c'est pas Non, tu sais, c'est ces réunions avec quelqu'un. En fait, c'est un peu l'équivalent du psychodrame, c'est-à-dire que on fait revivre à une personne qui a une souffrance qu'elle voudrait régler. Donc, c'est souvent des psychanalystes ou des psychiatres ou des psychologues qui sont derrière ça. Et ils ont des intervenants qui font revivre. Alors, le patient, enfin celui qui souffre, dit je voudrais bien marquer ce point-là où il y a eu cette histoire, et donc ils mettent des gens. Alors, c'est pas des comédiens, mais ils vont jouer, d'où le titre de psychodrame. Et là, il y a quelque chose de très étonnant qui se passe. Je n'ai pas d'explication, mais les gens sortent des trucs qui sont d'un seul coup investis par les personnages de la famille de cette personne. Et il y a des mots qui sortent, des attitudes physiques qui sortent et qui répondent à la personne qui avait ce manque, qui n'avait pas ces informations. C'est un truc de fou, Mathieu. Les constellations familiales, si un jour, regarde, j'ai une série que je peux te conseiller, d'ailleurs, une série sur laquelle j'ai travaillé qui s'appelle Le chemin de l'Olivier, ça passe sur Netflix. Tu vas voir comment ça fonctionne. Ok. Ouais. Ça me rappelle les planches auxquelles jouent les ados américains, le Ouija ou Ouija. Oui, où tu vas chercher. Exactement. Voilà. Et puis tu as les esprits qui te déplacent. Exactement. Qui te disent des mots, là. Exactement. C'est un peu métaphysique. Ah oui, mais on a du mal à le croire. Mais quand ma fille me raconte, même moi, ça me fait vibrer. Enfin, tiens, oui. Ok, d'accord. Donc, elle s'est mis toutes les chances de son côté, ma fille. Ça, là-dessus, elle y va. Trop bien, la fille. Bravo, la fille. Ah ouais, bravo, la fille. Félicitations. Oui. Comment t'es tombé dans la marmite de la comédite aiguë? Tout petit. Ouais. Je vais rentrer dans l'intime. Je pense, et c'est une théorie à laquelle je tiens, je pense que pour les hommes, en tout cas comédiens, pour les femmes, j'ai pas encore réfléchi à ça, mais pour les hommes, il y a quelque chose de l'ordre de la séduction vis-à-vis du père. C'est-à-dire que j'ai compris que j'existais aux yeux de mon père quand je le faisais rire. Ah ouais. Et quand tu fais rire quelqu'un, c'est que tu joues la comédie, tu joues quelque chose. Et c'était les moments où je sentais qu'il s'intéressait à moi. Et je pense que c'est ça qui est resté. Et je pense que l'origine de cette envie d'être comédien, elle vient de là. Elle vient de là. Premièrement, c'est le premier stade, tu vois. J'existais quand je le faisais rire. Et après, il s'est trouvé qu'à l'école, en primaire, j'avais une institut qui était formidable et qui montait des petites scénettes, histoire de divertir. Je veux dire, elle était très en avance, puisqu'après on a introduit un peu le théâtre dans les petites classes, tu vois. Mais elle avait compris ça très rapidement. Et on avait donc monté des petites scénettes. Enfin, elle avait monté des petites scénettes du Dr Knock. Et j'étais prévu pour faire le Dr Knock, mais elle avait mis aussi un autre élève. On était deux. Sauf que il a eu plus de chance que moi. Il avait des petites lunettes. Il ressemblait plus à un docteur. Et résultat, au final, ils l'ont choisi lui. Mais comme c'était une institut très intelligente, elle avait écrit un topo, elle avait fait un petit résumé, un petit pitch de la pièce, et que j'ai lu devant le parterre de parents d'élèves. Donc c'est la grande salle du théâtre d'Asnières, je me rappelle. Il devait y avoir 800 parents. Wow. Et j'ai fait donc 10 minutes de texte tout seul que j'avais appris par cœur, qui était le résumé de ce qu'avait fait la maîtresse. Là, je devais avoir 9-10 ans. Devant 800 personnes. Ouais. Alors, t'as les gens, mais en même temps, c'est un souvenir qui est revenu quand j'ai eu 20 ans, et je me suis dit, mais c'est ça que je vais faire. C'est ça que je vais faire. Ah, parce que tu sais que, apparemment, parler devant des inconnus, surtout une salle énorme comme ça, c'est l'une des peurs primaires les plus fortes chez l'humain. Quand on va dans quel état on est, ah oui. Et pourtant, il y a quelque chose qui t'a touché. Il y a quelque chose de jouissif. Peut-être encore cette histoire de l'existence, d'exister aux yeux des autres. Toute cette attention pour toi. Ouais. Alors après, c'est peut-être aussi des histoires de chacun. Peut-être que moi, j'avais justement ce manque d'existence aux yeux de ses parents et que du coup, c'était comblé par le fait de jouer, rattrapé par ça. Peut-être, ou pas. Et j'essaie d'ailleurs parfois auprès des copains de savoir un peu comment eux en sont venus là. Est-ce qu'effectivement, il y a aussi ce besoin du regard du papa, plus que de la maman, hein. Et alors, tu as eu des J'ai pas eu tellement de retours, et puis j'ai manqué un peu de temps, mais maintenant que j'essaie de dégager du temps pour moi, je vais aller vers ça. Ouais, voilà. Questionner un petit peu. De rangeage de disques, tu iras te renseigner. J'en profite pour saluer les instits, parce que souvent on dit que l'éducation, ça pourrait être mieux, ce qui est vrai. Que ça passionne pas beaucoup les gens et que ça crée des parcours artistiques parce que justement des gens sont emmerdés pendant l'école, ce qui pourrait être mon cas, c'est aussi vrai, mais parfois il y a des instits qui font super bien leur boulot, qui sont passionnés et qui créent des carrières. Oui, des carrières.
Voilà, donc là, c'est le cas. Et j'ai eu d'ailleurs un autre prof qui a été certainement important, en 4e. Alors, j'étais nul à chier en français, j'avais des gros problèmes, donc gentiment, il m'avait rajouté 2 heures de plus pour un certain nombre de... C'était un type très carré, Monsieur Anger, je me rappelle. Il avait sa canne, c'était un type qui avait fait l'Indochine, et alors il menaçait avec sa canne, et il me disait Monsieur Papas, tais-toi. Déjà, rien que ça me faisait rire. Monsieur Papas, tais-toi. Ça, Donc en plus, tu vois, j'étais extrêmement bavard. Donc je pense que ça m'a aidé aussi à jouer. Pourquoi ça ne me surprend pas? Et il nous faisait travailler des textes. Alors on les jouait pas. D'ailleurs, un jour, j'ai été le voir, j'ai dit mais pourquoi on les joue pas? Il me dit je pense que vous êtes un peu jeune pour les jouer, mais par contre, vous pouvez les comprendre. Et donc, il nous faisait travailler des textes de Molière. Donc je pense que là aussi, il a contribué à faire en sorte que je m'intéresse à ce métier et aux pièces et à ce qu'est le travail de comédien, quoi. Donc c'est des rencontres de profs, tu vois, curieusement. Une instit et un prof. C'est faisable et c'est fait, enfin parfois. Oui. Donc je rejoins ton discours, il y a des profs formidables. Mais pas seulement d'ailleurs comme comédiens, des gens qui ont, pour des médecins, souvent c'est des rencontres de profs. Le prof prend une place de parent quelque part, quand le parent est défaillant, tu vois. Ouais. Allez, quand t'es gamin, pas défaillant d'ailleurs. Tu passes plus de temps à l'école qu'à la maison, comme avec le travail après quand t'es adulte. Donc bien sûr que le prof a un rôle... prend beaucoup de place. Et s'il est bon, important. S'il est bon, il t'aide. Il peut être décisif. Exactement. Et si on commençait par Steve Carell, oh là, oui. Lui aussi né cette année-là. Oui. Il est aujourd'hui acteur, scénariste, réalisateur et producteur. Ouais. Après quelques seconds rôles remarqués, le monde le découvre grâce à la série de Ricky Gervais, The Office. Ouais. C'est là que tu as commencé à le faire, je crois. C'est là où j'ai commencé à le faire, oui. Quel souvenir as-tu de cette série, pas comme les autres? Que des excellents souvenirs. Je crois, je le dis souvent, je suis pas certain d'avoir un autre rôle comme celui-là. Pourquoi? Parce qu'il a une palette, il m'a toutes les émotions, j'ai pu jouer toutes les émotions à travers ce personnage. Et en même temps, la comédie, le tragique, le dramatique, l'insensé, et puis toute la palette des émotions, c'est un salaud et en même temps, il est gentil, il est amoureux, il est homophobe. C'est un sale gosse, c'est un gosse dans le corps d'un adulte. En plus, il croit qu'il est très aimé parce qu'il se croit drôle, etc. Alors que tout le bureau se fout de sa gueule tout le long du truc. C'est un rôle extraordinaire. Et on avait une belle équipe. Et puis, on avait aussi, tu sais, cette chance pour une fois. C'est une des premières séries où les comédiens peuvent parler directement à la caméra, puisqu'il y avait des interviews, tu sais, ils avaient la partie loft, ce qui a été repris après dans le loft, où ils peuvent parler directement, et ils savent qu'ils sont filmés, donc à chaque fois, il y avait des espèces de choses où ils regardaient, donc ça t'emmène dans un jeu un peu particulier, tu vois. Il n'y avait pas de son, une VI très calme, on entendait juste que les machines à écrire, les machins, donc on pouvait jouer quotidien, c'était la VI, que c'est la version bonheur. Internationale. Oui, je reprécise. Tous les sons, et voilà. Et il y en avait très peu, c'était très calme, très posé, puisque c'était des ambiances de bureau, tu vois, il n'y avait pas le rock'n'roll ou le hard rock qu'on peut avoir dans certaines séries américaines, donc pas obligé de timbrer comme des malades. Donc on jouait quotidien. Et puis c'était Martin Brieux qui dirigeait la série. Il avait mis une très belle équipe et on a ri. Mais tu sais, on n'attaquait jamais tout de suite parce que quand on l'a regardé une fois, c'était vraiment comme spectateur, même pas comme comédien. Ah drôle, ouais, ok. Ah ouais, toutes les scènes étaient mythiques, quoi. Donc tu fais une première passe. On éclate de rire. Et puis un second. T'es spectateur finalement. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est joué? Parce qu'on riait, tu vois. Nos rires couvraient l'anglais, on n'entendait rien, tu vois. Donc il fallait remettre une deuxième couche. Ouais. Mais c'était que des bons souvenirs. Et on a fait, c'est peut-être la seule série où on a fait autant de fêtes entre nous. Des Noëls, on s'est fait des cadeaux de The Office, en plus des choses ringardes de la série, tu vois. Bien. C'était vraiment bien, ouais. Ah ça j'approuve vraiment. Très bon souvenir, franchement. Ouais. À la maison, on a fait des belles fêtes. Une série pour ados, moi, et comme c'était une sorte de classe, en fait, ils sont en terminale, ils passent le bac et tout. Et ben pareil, j'essaie de réunir toute la classe et de faire des sorties de classe. Et oui, ça j'adhère, c'est génial, bien sûr. Ça donne un esprit d'équipe. Et puis quand ils se retrouvent derrière au micro, il y a un truc, en plus que l'IA n'aura pas, qu'on le veuille ou non. Voilà. Ça, jamais. Tu nous racontes le principe de la série, qui est quand même très particulier, comme tu le disais. Il y a des regards caméra, il y a des brisages de quatrième mur. Oui, en fait, on ne sait pas exactement ce qu'elle fait là, cette caméra. Ça n'a jamais été expliqué. Alors, on peut se dire, c'est un documentaire, ils ont été missionnés pour filmer l'intérieur d'une entreprise qui fait du papier, si tu veux. Donc, tu as la partie commerciale, les commerciaux, tu as les commerciaux, la comptabilité, les gars qui travaillent au sous-sol, qui sont donc les gars qui stockent, donc les manutes, tu vois. Et puis ce directeur commercial que fait donc Steve Carell, qui s'appelait Michael Scott, et qui gère tout ça. Et lui, il considère que l'entreprise, c'est pas ses employés, ce sont ses enfants. Et à partir de là, tu as tout compris. Il fait des blagues
c'est un bide total, mais lui, il est fier de sa connerie. Et puis les personnages, à part Pam qui était à l'accueil et Jim qui était un amoureux de Pam et qui était un commerçant, tout le reste, c'est quand même des cas, quoi. Dwight Schrute. Bien sûr. Qui est le roi du commerce, mais qui est un abruti et qui est finalement, vu ce qu'on a aux États-Unis aujourd'hui, est un Trumpiste. Mais 100%. Et la compta, t'as un gros balèze qui est branché cul et qui en même temps fait des paris. Il a en face de lui, bien sûr, une blonde qui est coincée des fesses et qui donc, bien sûr, est toujours choquée par lui. Et au milieu de tout ça, t'as Oscar, le latinos de la bande, puisqu'après, il va y avoir des épisodes aussi où on traite de racisme et qui est homo. Enfin, on a... Ouais, il y a une bande de personnages hauts et en couleur. Et donc voilà, tout ce petit monde travaille, il arrive plein de choses là-dedans. Et comme ils se savent filmer, de temps en temps, ça crée des... Ah merde, on est filmé. Ah bah alors donc, je fais ça. Et après, ils les isolent dans une pièce pour dire, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé, etc. Et ça amène des trucs, mais... Alors... Au niveau du jeu, est-ce que, par exemple, quand tu joues une scène où, mettons, Michael parle avec Pam et Jim, d'une certaine façon, et d'un coup, il se met à parler à la caméra, tu vas pas parler de la même façon ? Ouais, tu parles pas pareil. Parce que il y a déjà le sous-texte. Quand il parle avec les deux, déjà, en fonction de ce qu'il est en train de dire, de la situation, tu te dis, est-ce qu'il joue pour la caméra ou est-ce qu'il y a quelque... Donc, s'il le fait, quand après il y va, ça change ton ton, t'as la rupture, tu vois. Et c'était truffé de trucs comme ça. Truffé de trucs comme ça. Et puis aussi, alors là, on gagnait pas d'argent parce que mais c'était les regards. Les regards. Je me rappelle d'une scène avec donc Michael Scott qui très gentiment écoute, je sais plus quel était le personnage à côté, qui se plaint de sa vie, de tous ses drames, et lui il écoute. Puis à un moment il dit il faut qu'il parte, il peut pas rester. Et là il se lève et il fait les yeux en l'air du genre je me suis fait chier. Il y a pas de texte, donc j'ai pas gagné ma vie avec ça. Mais son jeu, écoute. Et c'était que ça, The Office. Plein de choses comme ça sous-entendues. Vous avez tout enregistré ensemble ? Quasiment tout, ouais. Quasiment tout. Oh oui, Martin, vraiment, c'était bien avant le Covid, donc ouais, quasiment, ouais. Ah, ça, c'est cool. Hein. Alors évidemment, des fois, ça grinçait un peu des dents, parce que... Ah oui, j'ai oublié Meredith. Alors, je sais plus dans quel bureau elle était, Meredith. C'est celle qui buvait, qui était une ivrogne, mais qui avait très peu de lignage, et c'était Marie-Christine qui la faisait, et de temps en temps, elle était convoquée pour la demi-journée, la journée, elle avait très peu de choses, mais elle était contente d'être là, parce qu'on rigolait, et qu'on était tous ensemble, tu vois. Voilà. Donc, il faisait en sorte que le bureau soit là, en fait. Bien sûr. Le bureau était là, quoi. Oui, et parce donc, qu'il y a ça a créé une ambiance. C'est un grand open space, le bureau, voilà. Voilà, c'était ça. Et puis, c'était ça. Michael, et donc, qui est un peu à part. Donc, on enregistrait un peu dans l'ordre. Il n'y a que moi qui enregistrais peut-être un petit peu tout seul quand il y avait tous ces, tu sais, ces mises à part, tu vois, voilà, toutes ces voix off. Mais pour le reste, on était ensemble, ouais. Donc rien que pour ça aussi, c'est un sacré souvenir. Mais comme tu dis, quel rôle il a amené un truc, et puis comme je disais, on l'a découvert le monde entier avec ce rôle. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est un personnage à la fois détestable, enfin un humain détestable, mais quelqu'un qu'on adore. Oui, parce qu'il est profondément humain. On a tous à un moment donné, alors peut-être pas tombé dans l'excès comme lui, mais eu l'envie de tomber dans ce truc-là. Mais c'est ça qui est drôle et qui est fascinant d'un point de vue écriture de scénario et d'histoire et de personnages. C'est-à-dire que t'as pas besoin, ce qui prouve bien que t'as pas besoin que ton personnage soit likable pour t'attacher à lui. Mais bien sûr. Parce que encore une fois, il est détestable et on l'adore. Et on adore le détester, Mais bien sûr. Alors ça, je sais pas comment toi tu l'as vécu quand tu l'as regardé. J'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit. Ah, il a fallu qu'on y retourne parce qu'ils m'ont dit, les premiers épisodes, il y avait une malaisance. On était mal, donc on n'y arrivait pas. Tu vois, mais je leur ai dit, heureusement que vous avez. Mais il y a eu beaucoup de gens qui ont eu du mal à rentrer dedans à cause de cette malaisance. C'est vrai qu'il te met mal à l'aise. C'est incroyable. Mais une fois que tu as passé ce cap, ça fait partie du charme du truc. Je crois. Et puis encore une fois, ça met et la série et le ton général de ces épisodes et du personnage à part. Et rien que le fait d'être à part, tu te dis, cette série amène un truc. Il y a un truc. C'était vraiment et d'ailleurs, nouveau. Hein. Ils l'ont décliné en France, je crois. Il y avait un truc qui s'appelle Le Bureau. Ouais. Il y a eu Le Bureau. Il y a eu. La première version, c'était la version british. Oui, bien sûr. Avec Ricky Gervais qui faisait, donc qui est le créateur de la série. L'équivalent de Michael Scott. Et qui faisait l'équivalent de Michael Scott. Tu l'avais vu la version british ou pas ? J'ai vu quelques épisodes, j'ai pas tout vu. Ok. C'est tout autre chose. Ah, c'est autre chose, ouais. Mais j'aime beaucoup Ricky Gervais. Mais c'est plus anglais, plus par en dessous, beaucoup plus branché sexe que l'est le The Office américain. Forcément, c'est plus frontal chez les Anglais. Ricky Gervais. Ouais. Mais c'est tout autre chose. C'est tout autre chose, ouais.
Mais il y a eu La Job. Alors, je sais plus s'il disait Le Job ou La Job. La Job, c'est la version québécoise. La Job. Ah ouais, The Office, tu vois, c'est drôle. Ok. La Job. Alors là, c'est un type qui est assez grand, gros. Ouais. Et si tu as la chance, regarde là, il y a une version d'Arabie Saoudite. Ok. Et là, c'est... Si tu as en tête, il y a un épisode, parce que ce que j'aimais aussi dans The Office, c'était les intros avant le générique, c'était toujours un sketch qui n'avait plus rien à voir avec le truc derrière. Et il y a un moment donné, c'est Dwight qui veut mettre l'alarme incendie pour voir comment les gens réagissent. Et ça part en sucette. Et la version d'Arabie Saoudite, ils sont tous avec le truc sur la tête, habillés en blanc, hommes, femmes. Ok. Et c'est un délire. Et tu écoutes en arabe, mais c'est à pleurer de rire. Tu trouveras sur YouTube, tu mets The Office version Arabie Saoudite, c'est à pleurer. Okay. Et il y a une série australienne, et là, ils ont voulu jouer, c'était pas une très mauvaise idée, mais ça n'a pas marché, que des femmes. C'est des femmes. Michael Scott est une femme, Dwight est une femme. Okay. Une saison, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas, pas marché. Okay. Mais ils l'ont bien, ils l'ont bien décliné. En plein, ouais. Je crois qu'il y a une version japonaise aussi, il me semble. Ouais. Oh, écoute, curieux des de voir styles différents, ouais. Ah ouais. Ah putain. Mais ça qui est bien, c'est que chacun amène sa patte. Puis surtout sa personnalité. Enfin, Ricky Gervais, ça transpirait du Ricky Gervais. Ah bah ouais. Là, Steve Carell, il y a mis aussi sa patte. Hein. Ouais, ça c'est très clair. Ouais. Quand t'entends Steve Carell, qu'est-ce que ça t'évoque quand on te dit Steve Carell? Le champagne. C'est un type champagne. C'est un type qui pétille. Ah, ok. Le côté pétillant. Ouais. Je le dis souvent quand les gens me demandent, mais tu préfères la version anglaise ou la version américaine? Je dis, la version anglaise, elle est sexe. La version américaine, elle est pétillante. C'est-à-dire que c'est dans l'excès, ça pète, quoi. Ça pète le champagne, quoi. Et ouais. Et tu dirais que, pareil, le comédien, c'est ce qui t'inspire, lui? Il a un côté... moi, je crois que c'est un homme très sage dans la vie. Mais dès qu'il passe à une interview, une émission ou dans un film, ça part en cacahuète. Il passe en mode déconne, c'est tout ce que j'aime, Ouais. Et je pense que c'est quelqu'un, j'espère ne pas me tromper, mais je pense que non, parce que il est resté très fidèle avec les autres. J'ai vu pas mal de films ou de choses où il reprend des gens de The Office, et ça, pour moi, c'est des signes de quelque chose de l'ordre de l'amitié, de l'amical, de la fidélité. C'est des bonnes qualités, tu vois. Et je pense que c'est quelqu'un de formidable. Je l'espère. Et mon rêve, ce serait de pouvoir échanger au moins 5 minutes avec lui. J'espère pour toi. Je le souhaite, oui. Ça serait bien quand même. Mais il me fait penser au c'est champagne. Champagne, marrant. Ouais, j'aurais pas fait cette analyse, mais pourquoi pas. Pourquoi est-ce qu'il marche selon toi? Qu'est-ce qu'il a de particulier, Steve? Oh, c'est une bonne question, ça. Qu'est-ce qu'il amène? Qu'est-ce qu'il a amené? À part son côté pétillant. Il a, si tu veux, on peut le comparer beaucoup à Jim Carrey. Sauf que je pense que Steve Carell est plus fort que Jim Carrey dans sa diversité. Je pense qu'il est capable, il est capable en 3 minutes, de te faire passer 50 émotions. Et je pense que c'est ça qu'il a apporté. Il a apporté ça, cette faculté de faire passer des émotions qui sont à l'opposé en très peu de temps. Et c'est ce qu'il a d'ailleurs très bien fait dans The Office. Il y a des passages où waouh, quoi. Le temps d'un regard, il passe d'un truc à l'autre. Et j'en ai pas vu beaucoup des comédiens faire ça. Il y en a qu'un seul. Ça reste, c'est Al Pacino dans Scarface. Le moment où il va voir son meilleur pote, tu sais, et d'un seul coup, il voit que sa sœur couche avec son meilleur pote. Et donc, il passe du visage où il est content de voir son copain au visage où il voit la sœur arriver et la colère qu'il a contre le copain. En 10 secondes, le regard de Pacino est incroyable. Et donc, Steve Carell, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Comment tu l'écrirais, ça? Une vivacité d'esprit je pense que c'est des comédiens d'instinct. On n'est même plus dans le jeu d'acteur, je crois, là. On est dans quelque chose de... c'est très profond, vécu, je crois. Je crois. C'est une interprétation, c'est difficile à savoir, mais évidemment, ta formation d'acteur te permet peut-être de peaufiner ça, mais il y a un côté animal quand même, c'est très animal, je trouve. Carell, c'est un animal, il a un côté très animal. Il y a beaucoup d'impro, je pense, aussi à travers ce qu'il fait. Maintenant, quand je m'arrive de me revoir des épisodes de The Office, et là, je me dis, là, il y a un pro, là. Tu vois, mais c'est à force parce que je commence à bien le connaître pour l'avoir doublé sur d'autres projets, et j'arrive à distinguer de temps en temps quand il part quand c'est scripté ou quand bien sûr, évidemment. C'est marrant. C'est un animal. Je pense qu'il a amené un aspect un peu animal dans son jeu qui fait qu'il peut passer d'un truc à l'autre très rapidement, quoi. Très rapidement. Écoute,
car elle est aussi dans The Morning Show, une super série Apple avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, dont nous avons déjà parlé avec Laura Blanc. À part The Office, est-ce qu'il y a une série ou un film qui t'a marqué avec lui particulièrement ? Ah, j'ai bien aimé The Patient. Le patient. Le patient, ouais. Et il était psychanalyste. D'accord. Et il a à un moment donné, il reçoit un jeune qui doit avoir 25-30 ans, je crois, et il va être kidnappé par ce jeune gars, et il va être enfermé dans une pièce avec une chaîne au pied, et il va découvrir que ce patient qui l'a kidnappé est un tueur en série, et qu'il veut ce psy pour lui tout seul, pour le soigner. Ah, wow. Ambiance très spéciale. Là, on rigole pas, par contre. Ouais. Et là, et donc, il y a un côté syndrome de Stockholm à un moment donné ou... Un petit peu. Mais c'est légèrement abordé. Hein. Mais il y a un lien qui se fait entre eux deux. Hein. Mais Carell veut vraiment se sortir de ce truc-là. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est que ça réveille chez lui toutes les difficultés qu'il a eues dans son lien avec ses enfants. Il a perdu sa femme. Bien sûr. Il y a des retours. Il est d'origine juive dans la série. Donc, quand il dort, il fait des cauchemars de camps de concentration. Alors probablement au fait, tu vois, qu'il est torturé mentalement par ce mec quand même, de rien, tu vois. Et comment il va s'en sortir. Il revoit en rêve éveillé son superviseur psy qui essaie de l'aider à essayer de gérer la situation. C'est une série brillante. Ça s'est fait en 10 épisodes. Ah, donc c'est une mini-série. C'est une mini-série. Et là, il est... Waouh. Il m'a même fait dire des textes en yiddish. Oh là, ok. Ouais, j'ai été coaché. Ah ouais, parce que vous avez pas gardé la VO. Donc c'était un à un moment donné, il lit un texte en juif, en hébreu, et il a fallu le faire. Il fallait que ce soit bien fait. Donc j'ai eu une coach, quelqu'un qui était directement d'Israël, je crois, qui m'avait appelé de Jérusalem, je sais plus qui, pour me coacher sur chaque phrase. Mais c'était super. En live, c'est-à-dire en live, ouais, en live. Ouais, c'était waouh, impressionnant, ouais. Ah ouais. Donc c'est un beau souvenir. C'était Edgar Givry qui dirigeait. Il m'a pas dirigé pour cette partie-là, mais qui dirigeait. Donc Edgar est très précis dans ce qu'il veut. Et j'étais avec Emmanuel Garigeau, qui faisait donc le tueur en série. Ouais, écoute. Oh, c'était. Donc là, il m'a scotché. Mais dans Morning Show, il était très bien aussi. Ouais. Space Force, c'est sorti un peu après The Office. Ils ont voulu, c'était avec Greg Daniels, qui était déjà le producteur de The Office. Ça a moins pris, la sauce a moins pris, mais il fait des trucs dedans. Très drôle aussi. Ouais. Enfin, moi, il me fait rire. J'avais vu ça, effectivement, j'ai décroché assez vite, mais je pense que... Ouais. Il y a des bonnes choses, mais c'est pas The Office, quoi. Ouais. Ton truc avec la série en 10 épisodes, ça me rappelle Misery, je sais pas si tu as vu oui, le bouquin, Stephen King, le King, ouais. Et puis avec ce face-à-face, le film avec James Caan et comment s'appelle-t-elle ? Katie Bates, c'est exactement. Ouais. Énorme film. Ouais, ça me rappelle cette dynamique. Voilà, c'est ça. C'était un peu ça. Lui, il faut qu'il s'en sorte. Et elle ouais. Voilà. Sauf que l'autre veut être soigné, mais bon, comment tu soignes un tueur en série, tu vois Ah bon. La question se pose. La question se pose. Je te laisse regarder, là. Je ne te dirai rien, mais elle vaut le coup d'œil. Elle est sur Apple. Tu te rappelles comment ça s'appelle ? Le Patient. The Patient. Ouais. En revanche, tu le fais pas dans Moi, moche et méchant, non. Et c'est mignon parce que c'est Gad Elmaleh qui t'a piqué ta place. Ouais. Alors, pour ou contre les Star Talent ? Pour ce qu'il a fait là-dedans, évidemment que je regrette de ne pas l'avoir fait moi, c'est évident. Mais Gad Elmaleh est un très bon acteur et il l'a très bien fait. Mais j'ai une petite anecdote là-dessus, Mathieu. Avec grand plaisir. J'ai été appelé pour c'est le Minions où il est petit, oui, bien sûr, ouais. Et il devait être en vacances, ça devait être le mois de juillet, et il fallait faire le trader. Ah oui, le trailer, ok. Voilà, et donc il fallait le faire. Ouais. Je l'ai fait. Ok. Sans forcément écouter ce qu'il fait, ils m'ont juste dit prends une espèce d'accent un peu slave, bizarroïde, machin. Ouais. Je l'ai fait et j'ai rigolé après parce que tous les commentaires sur YouTube m'ont dit il est formidable, Gad Elmaleh. Personne ne sait, voilà, tu es un des rares à savoir que c'est moi. Eh ben super. Voilà, écoute, la bande annonce, c'est moi. Donc j'étais content, voilà, j'ai fait quand même un petit bout de Minions. Trop bien. Mais pour ce Star Talent là, j'ai pas grand chose à dire. Bon, je comprends pas pourquoi, mais bon, voilà, parce qu'on m'explique que si on le met sur le sticker, ça fait venir du monde, ce auquel je ne crois pas du tout. Je crois que c'est pas vrai du tout, c'est pas ça qui fait venir. Moi, je pense surtout que c'est un coup commercial, c'est-à-dire que d'autant qu'en plus j'ai appris après pourquoi on choisissait tel Star Talent, on regardait son actualité du moment. Donc ça voulait dire qu'il savait qu'il allait faire des télés, et que donc pendant qu'il allait faire ses télés, il a dit tiens, en même temps, j'ai appris que vous aviez fait le doublage, et pub gratuite. En plus, en même temps.
C'est pas. Non, c'est pas. Il est connu, avant, il va faire des émissions parce qu'il est connu, machin. C'est parce qu'il a une autre activité. C'est ça. Il est au top 1 de l'actualité française. Wow. Si par contre il n'est pas libre, on va prendre le deuxième de l'actualité. C'est comme ça que ça se fait. C'est pas une distribution physique ou je sais pas quoi, ou ses capacités, ou ses machins. C'est son actualité du moment. Et donc c'est simplement profiter des télévisions qu'il va faire où il parlera du truc et ça leur coûte pas un radis. Voilà. Ça me laisse un petit peu baba. Au Rhum. Ouais. Alors après, qu'on aille chercher des footballeurs et tout, là par contre je crie au scandale, bien sûr. Ah bah là oui, il faut pas se foutre. Oui, au moins Gad Elmaleh, c'est un comédien. Oui, il est à sa place. Mais un footballeur, un cuisinier ou ce que tu veux, enfin je sais pas, comédien c'est un métier. Moi je vais pas me lancer dans les cuisines ou tu vois. Ouais, peut-être que le prochain... peut-être un jour je le ferai par plaisir. Et puis peut-être qu'on va t'appeler pour le prochain match de l'équipe de France. On ne sait jamais. Alors peut-être qu'il va falloir que tu mettes des buts. Prêt, d'ailleurs. Ouais, t'as raison, bien sûr. Carrément. Bien sûr, et puis d'ailleurs, on verra les réactions des footballeurs. D'ailleurs, la Grèce a gagné contre la France. C'était en 2000, je crois. Exactement. Ben oui, comme quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Champion d'Europe. Exactement, champion d'Europe. En 2015, Game of Thrones entre dans le livre des records comme étant la série la plus diffusée dans le monde avec 173 pays. Elle est aussi une des séries les plus chères de l'histoire. Le budget de la saison 6 étant de $100 millions, soit 10 millions par épisode. Tu fais donc Tyrion, incarné par Peter Dinklage, le meilleur personnage de la série à mon sens. Oui. Qu'as-tu pensé de la série et de Tyrion que tu as fait sur ces 67 épisodes ? Écoute, c'est pareil, j'ai une chance inouïe sur... il s'est trouvé que je l'avais fait dans Threshold quelques années avant. C'est Georges Caudron, en fait. C'est grâce à Georges, payer son âme, que j'ai fait ce comédien, parce qu'il avait des essais sur Threshold. Il me met dessus. Je me souviens quand je suis arrivé, il me dit, bah, tu verras, voilà ton personnage, j'ai éclaté. J'ai dit, tu te fous de moi, Georges. non, tu seras très bien. Joue le hargneux. Alors, Georges, c'était ça. Il avait des stéréotypes et il disait, un nain, c'est hargneux. Alors, joue le hargneux. Ok, d'accord. Bon, il avait pas tout à fait tort. Le rôle était hargneux, en tout cas. Bah, en fait, sur Threshold, j'ai eu les prémices un peu de Game of Thrones, le début de Tyrion. C'est-à-dire que il aimait les femmes, il se droguait, et il était chiant. Sale, tu vois, sale gosse. Ouais. Ce qu'on a au début de... Donc, je l'ai un peu retrouvé là, avec ça. Et puis après, c'est cette transformation, l'empathie qu'il a, la maturité qu'il a, et tout ça, c'était magnifique. Et puis, bah, merci Laurent Datas, parce que il avait carte blanche, on était quand même quelques-uns à l'avoir fait, mais il m'a dit, il m'a dit ça, il m'a dit texto, à toi sur le nain, ça m'amuse. Merci à toi, Laurent. Merci d'avoir eu cet amusement, parce que tu m'as offert un cadeau en or, quoi. Super. Mais en revanche, pour la série, moi, j'étais pas très. Ouais, les dragons, tout ça, c'est pas Heroic Fantasy, c'est pas forcément ma tasse de café. Mais je me suis rendu compte que les dragons, c'était un prétexte, qui est quand même un prétexte important dans l'histoire, mais c'est surtout les relations humaines, les jeux de pouvoir et tout. Alors là, les manipulations. C'est une série politique. Complètement. T'as fait comment Succession. Oui. Game of Thrones, c'est Succession, mais avec des dragons. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Fond, voilà, c'est exactement ça. Oui, tu as tout à fait raison. Et il y a eu je crois que c'est le journal Libé qui avait comparé les Stark au Parti Socialiste, nous aux Républicains. Ça va loin, là. Ok, d'accord. Ah oui. Okay. Mais quelque part, l'analyse était plutôt pas mal, quoi. C'était why not, Il y avait côté les gens avec l'argent, les autres qui étaient un peu plus sociaux. Enfin, c'était ça va. C'est là où tu te rends compte, ça va super loin. Enfin, Game of Thrones a emmené des gens très loin. Il y a des profs de philo qui s'en sont servis du livre pour parler de philosophie, de politique et tout, quand même. Ouais, c'est dingue. D'accord. C'est dingue. Ouais. Ça a été un phénomène, hein. Ouais, carrément. Un phénomène, ouais. Est-ce que tu as une scène qui te reste en particulier ? Il y en a deux. Alors, vas-y. Pour des raisons différentes. La scène du procès. C'est c'est celle où il explique qu'il n'y aura pas de jugement, personne ne sera neutre avec lui, donc il dit toute sa détestation à tout ce public qui est là, qui était bien content quand il les a sauvés des trucs, et là il écrit sa haine. Donc c'est un monologue assez fort. Et puis la scène, alors on l'a pas fait ensemble, c'était avec Philippe Catoire, où je tue Tywin, mon père. Ah, le père, oui. Ouais. Bah oui. Et Philippe l'a fait la veille. On n'était pas libres tous les deux en même temps, malheureusement. Et il l'a fait la veille. Et donc, je ne connaissais pas cette scène. Et j'ai un texto le soir, donc la veille. Ouais. Et Philippe me dit, je te déteste. Et j'ai compris le lendemain pourquoi. Ouais. Donc, je l'ai gardé comme ça. La scène est quand même assez forte, mais pour l'anecdote avec Philippe, c'était rigolo. Ah ouais. Puis pareil, le père, il est super perso. Le comédien est fou. Charles Dance, il s'appelle. Super acteur. Comédien. Je suis content que Philippe le garde parce que il est formidable dessus, Philippe, je trouve. Il amène un truc, sa belle voix, Philippe, ça marche très bien. Côté très shakespearien, ouais. Complètement, c'est complètement enfin, ça. Je t'en ai sorti deux, mais il y en a tellement, mon Dieu, des j'imagine. Scènes, dans toutes les scènes avec Varys, les scènes avec Daenerys, enfin
Ouais, c'est. Puis comme tu dis, ce qui est intéressant avec ce perso aussi, son évolution. C'est son évolution, son arc narratif qui est, comme tu dis, un petit enfant gâté au début, et puis après, il gagne en maturité. Et la maturité, ouais. Et son empathie pour les. Enfin, c'est très joli, c'est un très joli rôle, franchement. Ouais. Magnifique. T'as vu la série dans son intégralité depuis ? Oui. Putain, t'as eu même si c'est pas ton truc, t'as eu la curiosité d'aller voir. Je sais pas, j'avais toutes les scènes des copains que j'avais pas pu voir, donc. Je trouve que c'est bien aussi de voir le travail des copains et tout est formidable, le cast est super et puis l'histoire et puis comme tu dis la qualité de tournage, j'ai l'impression de voir un film de cinéma, et je crois pas me tromper, mais il me semble que la bataille de Port-Royal, donc qui doit être le second épisode de la saison 2, le budget est celui de la saison 1. Ah ouais. Et quand on a vu ça, quand j'ai vu ça, je dis bon HBO a bien compris où ils allaient avec ça. Ouais. Et effectivement, la suite m'a donné raison, sauf peut-être le final, on pourrait en parler, qui était un peu parti. Moi, j'ai rien contre le final, je trouve très bien. Je trouve que la boucle est bouclée. Je vois pas comment on pouvait. Je trouvais qu'il y avait quand même la place pour faire 2 épisodes de plus, quoi. Parce que terminer comme ça, un peu à la mode de Kaamelott, mais Kaamelott d'Alexandre Astier, j'ai rien contre ça, mais c'était risible. Alors qu'on riait pas avant. Enfin, tu vois, c'était. Et là, j'ai trouvé que c'était un peu. Hop. Ouais, voilà. Bon, écoute, en ce qui me concerne, pour les curieux en tout cas, je trouve que les 5 premières saisons, fidèles au roman, sont réussies. Oui. J'en dirais pas autant des 3 dernières, voilà. Je suis pas étonné. Je suis pas étonné. As-tu suivi la polémique qu'a créée Peter Dinklage sur le film Blanche-Neige ? Non, ou de très loin. J'ai compris qu'il était très agacé de cette image qu'on continue à vouloir donner aux nains. Mais j'ai pas suivi de très près l'histoire. En gros, il dit dans une interview qu'il trouverait débile d'employer des nains sur les 7 nains. C'est ça, hein. Oui. Du coup, Disney a fait des nains en images de synthèse bien dégueu, qui ont une tronche à donner des cauchemars. De toute façon, le film, c'est une grosse bouse que personne n'allait voir, et qui a tué les carrières de 2 comédiennes quand même. Ah ouais. Mais depuis des nains, que la Gestapo de la bien-pensance nous dit qu'on devrait appeler personne de petite taille à présent, se sont exprimés pour dire que si Hollywood n'embauchait pas des nains sur des rôles de nains, quand est-ce qu'ils auraient du boulot ? Donc, maintenant qu'il est millionnaire, Dinklage a décrié pour décourager la concurrence, ce que les personnes de petite taille ne trouvent pas fair-play. En tant que personne de normale taille, as-tu un avis sur la question ? Oh la vache, ouais, c'est... Ouais, c'est compliqué. C'est très compliqué. Je pense qu'il a dit ça sur le coup d'une interview, tu réfléchis pas forcément. Ouais. Peut-être qu'il a eu un verre de champagne aussi. Oui, quelque chose de trop, peut-être, oui. Je sais pas, mais bon. Peut-être les mots ont dépassé sa pensée, oui, probablement. Et qu'on l'a pris trop au sérieux ou trop... Peut-être aussi, ouais. C'est étonnant parce que il envoie plutôt l'image de quelqu'un de très raisonnable, de raison, tu vois. Ouais. Mais comme tu dis, une goutte d'alcool de trop, ou il n'était pas bien ce jour-là, ou ouais. Bon, écoute, alors après, hein. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est difficile. Donc peut-être qu'il a une espèce de chose qu'il traîne depuis son enfance, qui est explosif. Je sais pas. C'est vrai qu'après, tu vois. C'est possible, hein, je ne connais pas du tout sa vie. En revanche, comme je disais, je le rappelle, il est quand même millionnaire. Oui. Il a eu le meilleur rôle de la série la plus réputée pendant 10 ans, et voilà. Puis il continue à faire des belles choses. Il continue à faire des belles choses. Tout le monde l'apprécie. Enfin, ça va pour lui. Bien sûr. Je pense que tu as tout à fait raison. Il n'y a pas trop de quoi se plaindre. Bien sûr. Enfin, en tout cas, par rapport à des gens de petite taille, mais qui n'ont pas eu la même chance, la même carrière. Absolument. Bref. Absolument. Bon, écoute. Cette année, Showtime nous a gratifié d'un Dexter, la résurrection. Oui. De prime abord, je me suis dit, Dexter est encore ressuscité. Oui, déjà. Ça fait pas la 3e fois. Ah oui. Bon, j'aimais bien la série de base. Tu la regardais ? Non, mais le fait d'avoir travaillé dessus m'a donné envie de la regarder. Donc, elle est sur ma do-list. Ouais, je crois que c'est 8 saisons, il me semble, je sais plus. Mais est-ce que tu es d'accord sur le fait que le premier jet, la fin est pas bonne ? Mon fils m'a dit que les gens avaient été très déçus de la fin. Alors, ce à quoi je lui ai dit, mais il y a eu des reboots derrière. Il m'a dit oui, mais il m'a dit le premier... La fin de la première série ? Ouais. Tu t'en souviens pas ? Il m'a dit c'était pas... les gens étaient déçus. Alors, ça se mêle déjà avec les spin-offs, les machins, les pseudo-suites et les machins. D'ailleurs, il va falloir que je les mette bien dans l'ordre si je vais les regarder dans l'ordre, parce que, ouais. Ouais, mais bon, en tout cas, j'ai fini par me dire, allez, tentons. Et je dois dire que j'ai adoré. Elle est très bien écrite, et on retrouve Dinklage, donc, ainsi que Uma Thurman. Ouais. Qu'as-tu pensé de ton rôle ? Beaucoup aimé, parce que mais même
j'ai adoré l'idée d'une réunion avec tous les tueurs en série. Bien sûr. Elle est extraordinaire. Alors l'idée. Ça, c'est typiquement Dexter. C'est comme j'adore. L'idée de base de faire un tueur en série, le rôle principal, tu vois, et d'arriver par l'écriture à te... Même chose comme on disait de Michael Scott, de faire un personnage détestable, d'être de son côté, de son point de vue, et d'être avec lui, et d'avoir de l'empathie pour lui. Ça, c'est super fort. Ça prouve le niveau de l'écriture. Et c'est un nouveau style, hein, parce qu'on n'avait pas ça avant. Rappelle-toi, les vieux films des années 50, il y avait le méchant et le gentil. Bien sûr. Point barre. C'était très bien dessiné, très bien séparé. Aujourd'hui, on mélange un peu tout ça, et c'est un nouveau style. Et Dexter a lancé un nouveau style, ça c'est clair. Mais c'est habilement fait, et donc la très bien fait, Résurrection, pareil, super bien fait. Ouais, j'ai trouvé que c'était... Donc c'est ça le pitch, c'est ton perso qui est milliardaire, qui est un peu le Elon Musk ou je sais pas. Ouais, on va dire ça comme ça, ouais. En tout cas, il est milliardaire et il est fan de tueurs en série. C'est ça. Alors c'est expliqué d'ailleurs dans l'histoire. Il a perdu ses parents dans un accident de voiture et il apprend que celui qui a cartonné la bagnole est un tueur en série. Et donc il reste en contact avec lui en prison et c'est ça qui le fascine. Exactement. Et à partir de là, il veut rencontrer tous les. Et là, et puis alors. Le fait que Dexter, là, c'est le loup dans la bergerie, le mec, il est entouré de tous les tueurs en série. C'est un tueur en série qui tue les tueurs en série, en fait, Dexter. C'est merveilleux. Donc, c'est le loup dans la bergerie, quoi. Ils sont tous là à portée de main. C'est génial. Ouais. Je trouvais ça génial. Ouais. Non, mais la série est chouette. En tout cas, je la conseille. Cette saison, The Resurrection, elle est pas mal, hein. Vachement bien. Et tu es d'accord sur le fait qu'on peut la regarder sans forcément avoir vu les autres d'avant, hein. Bon, faut juste vaguement savoir qui est Dexter, mais elle se regarde sans forcément connaître ce qu'il y a eu avant. Aisément, c'est juste que tu perds des subtilités et du fan service, ce qu'on appelle du fan service. Le code et tout ça, quand il parle de code. Et puis notamment son ancien collègue, aussi, bien sûr. Qui devient un peu l'antagoniste. Bien sûr. Bref. Et les rencontres avec son père, qui n'était pas le père de la génétique, qui lui parle tout le temps. Alors ça, c'était déjà dans la série de base, Mais quand tu le sais pas, c'est pas gênant de le regarder comme ça, on le comprend très vite. Oui, complètement. Oui, ça marche très bien, effectivement. Ouais. Très beau rôle. Ah oui, j'ai beaucoup aimé, Dans un autre registre encore, hein. Ouais. Et crédible en plus, hein. Non, mais il était très bien aussi. Très crédible, Voilà. T'es dans 1001 séries. On sait en synchro que majoritairement le rythme des séries est plus élevé. Oui. Est-ce que ça change qu'est-ce que ça change pour toi de devoir travailler plus vite? Oh, c'est une super question, ça, Mathieu. En fait, je trouve, hein, on est en adéquation avec le travail des Américains. C'est-à-dire que pour faire de la série, eux-mêmes doivent travailler plus vite, donc rentrent un peu moins en profondeur dans leur rôle, forcément. Et donc, on se laisse embarquer par ça, par ce jeu qui est bon, mais qui n'est pas creusé comme pour un rôle dans un 35. Donc, je trouve que c'est encore une autre technique de travail, d'essayer de donner le meilleur de soi, mais en ayant toujours un peu sous le pied des choses, parce que de toute façon, on est obligé de travailler vite, et que donc, il faut faire ce même rendu que ce qu'a fait l'Américain, sachant quand même que lui, il a eu plus de temps que nous, bien sûr. Mais il a fallu quand même qu'il y aille vite, et je le sens quand je travaille sur un 35, et on voit la profondeur de jeu sur un 35 qu'on n'a pas forcément dans les séries. Même si le rendu est bon, attention, hein, mais tu sens que s'il y a eu plus de temps, ils auraient été plus loin encore dans les personnages, quoi. Est-ce qu'il y a une petite frustration qui naît de ça Un petit peu parfois, parce que il peut y avoir une transition entre deux scènes où c'est un peu bâclé et qu'on n'aurait pas bâclé au cinéma, tu vois. Donc parfois oui. Tu dis c'est dommage. On sent que ça a manqué de temps, voilà. Mais c'est franchement très léger. Hein. C'est franchement. Tu vois, par exemple sur Dexter, j'ai pas eu. Là, je l'ai pas ressenti ça. J'ai trouvé que c'était. Alors peut-être que ils mettent plus de temps à le faire. Il y a plus d'argent dedans comparé à d'autres séries. Je n'ai pas eu ce ressenti. Mais il arrive parfois sur d'autres trucs où je dis c'est dommage. Où il manque ça, tu vois. Voilà, la frustration, elle est plutôt plus là-dessus. Et de ton côté à toi? Est-ce que tu as l'impression de devoir accélérer ou de voir je l'aurais bien fait une petite fois ou tenter autre chose? Si on écoutait que les comédiens, on ferait 20 fois, quoi. Oui. La phrase du DA que je trouve très juste, qui est la plus difficile pour vous, parce que toi aussi tu diriges, c'est suite. Parce que je pense que vous-même, vous là. Mais à un moment donné, tu as un planning, tu as un budget. Et voilà. On ne fait pas tout ce qu'on veut. Et je le respecte. Okay. Mais mon Dieu, le nombre de fois, j'aurais bien refait. Mais ça t'empêche pas de dormir non plus. Okay. Non. Quand je revois le truc, si je revois le produit, je sais exactement où j'aurais pu faire autre chose. Ouais. Et quand je le vois, je fais merde. Mais je suis le seul à le voir, je suis le seul à le savoir. Ouais. Et puis personne ne dira mais non, mais les gens vont dire mais non, mais c'est très bien. Et toi, c'est le seul moment là. Oui, parce que t'es seul à le savoir ce que t'aurais pu faire. Ouais. Mais bon. Voilà. Il y a un petit pincement, ça passe très vite. Ça passe très vite.
Est-ce qu'il t'arrive de regarder donc des films ou des séries sur lesquelles tu as bossé? Donc apparemment Game of Thrones, À chaque fois que notamment. je peux. À chaque fois que Mais je peux. à chaque fois que tu peux. À chaque fois que je Est-ce que peux. tu as ce côté autocritique? Est-ce que c'est pourquoi? Ouais. Parce que je trouve que c'est comme un peintre qui a sa toile et qui va quand même à chaque fois aller la revoir pour voir ce qu'il peut améliorer, ce qu'il peut... Je trouve que c'est important de regarder son travail et le travail des autres. Donc oui, c'est ça qui me mène à... Et puis, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, j'aime bien regarder le travail des autres, toutes les scènes que je n'ai pas vues. Ouais. Donc j'ai envie de voir un puzzle terminé. Ouais. Et en même temps, oui, avoir vraiment... me faire la critique de ce que je fais. Et puis l'évolution aussi, parce que je revois des trucs que j'ai fait il y a 20 ans et je vois aussi, ça me permet de voir aussi la marge de progression. Te jauger, ouais. Ok. Donc, quand je peux, ouais. Alors après, il y a des trucs que j'ai fait, j'étais pas... Le travail, j'ai aimé parce que c'est un travail d'acteur, mais le produit, pas... donc là, j'y vais pas. Mais si le produit me plaît, alors là, ouais. Tu vois, je travaille sur Machos Alpha, je regarde le produit, j'adore ça. Je trouve que la série est géniale. Donc, et je vois le travail des copains et puis je vois le produit. Donc, je suis content de regarder. C'est pas donné à tout le monde. C'est assez courageux, je dois dire, parce que se voir soi-même, en tout cas s'entendre. Pas facile. Hein. Voilà. Oula. Il y a toujours ce côté pas m'entendre. Ouais. Il y a des moments où tu accélérerais, où tu as vite envie d'écouter le collègue. Hein, mais tu y vas quand même, toi. Mais j'y vais quand même, ouais. Parce que ça fait partie du travail. Ok, pour toi, ça fait partie du boulot. Ça fait partie du travail, ouais. Autant, bon, au théâtre, on doit apprendre un texte, il faut répéter, etc. Bon, en doublage, on n'a pas de texte à apprendre et tout ça, mais alors, crois que c'est un devoir que tu fasses regarder. Un film. Tu sais ce que tu as fait pendant les enregistrements, tu regardes le film derrière et tu notes des choses. Qu'est-ce que ça va t'apporter pour la suite? Peut-être une histoire de débit, peut-être que j'ai été un peu trop rapide, j'étais peut-être un peu trop plat, j'aurais pu aller plus loin, j'ai pas assez regardé le regard, j'ai peut-être pas regardé suffisamment ce qui se passait autour, tu vois. C'est tous ces éléments-là d'ailleurs que je donne maintenant, parce que je fais un peu de formation doublage, et c'est ces éléments-là que j'apporte, et ça me sert aussi pour former les autres. Ce que je n'ai pas fait moi, je veux donner la chance aux autres d'aller plus vite que moi, tu vois. Donc il y a aussi ça fait partie de ça aussi, de ce travail-là, tu vois. Donc ouais, je crois que c'est toujours important. Moi, je trouve qu'un comédien doit toujours aller se remettre en cause en permanence, quoi, tu vois. D'ailleurs, aux États-Unis, tu as vu le phénomène, souvent, les plus grands acteurs retournent à Actors Studio pour aller... tu vois, en France, c'est pas non. Dans les habitudes. Et c'est dommage, je trouve ça dommage. Ouais, de toute façon, de manière générale, je trouve qu'en France, on manque d'humilité vis-à-vis du travail. Oui. Faudrait piquer l'ego un peu de temps en temps, le dégonfler un peu pour y retourner. Non, mais même remettre le travail au centre des choses, parce que c'est pas parce que tu as du talent qu'il faut pas bosser, en fait. On est bien d'accord. On sait très bien d'ailleurs que le plus gros, normalement, c'est d'abord le travail, plus que le talent. Bien sûr. Cristiano Ronaldo, c'est le premier qui est sur le terrain à l'entraînement avant tous les autres. Et c'est le dernier à partir du terrain. Voilà. Et on voit le résultat, c'est un type qui déchire tout, quoi. Et encore aujourd'hui. C'est ça qui est fort. Oui, tu as raison. Dans l'animation, on a pu t'entendre dans Yu Yu Hakusho, Trigun ou Juju Kaisen, comme j'appelle. Oui, c'est joli. J'aime bien. Est-ce que travailler sur des animés est différent que sur du live? Ah oui. Alors, ça t'oblige à aller encore plus loin dans ton imaginaire, même si tu as la version originale qui t'amène quand même, qui te trace une route. Mais tu peux aller plus loin, curieusement, parce qu'il n'y a pas d'humain. Le regard n'est pas humain, tu as une marge. En plus, prendre des voix ridicules, ça passe mieux sur de l'anime que sur une fiction. Donc, tu as une part d'imaginaire qui est très forte. En revanche, je trouve qu'on est moins profond dans les personnages. On les travaille moins en profondeur, je trouve. Justement, à cause de ce manque de regard. Ah, ok, ouais. Donc, tu vois, développement de l'imaginaire, on est vraiment pas dans le toons, parce que tu as des mangas qui sont super bien faits et qui sont très sérieux, machin. Mais il y a cette part de l'humain que t'as pas, de ce regard, de cette fébrilité, de cette petite joue qui va trembler à un moment donné, parce que dans l'anime, ils n'ont pas l'idée de faire trembler la joue, alors que le comédien humain va avoir l'idée de faire un petit plus, tu vois. Tu trouves que c'est un manque ou c'est simplement un des paramètres de l'animation C'est un paramètre de l'animation, je pense. Ouais. Je pense. Ouais. Et c'est très bien. Et je trouve ça très bien parce que du coup, ça sépare bien les choses. Ça fait un jeu épuré. Ouais, voilà. Tu vas on fait bien la différence entre, tu vois, tu vas droit au but, quoi. Ouais. Comme l'Olympique de Marseille. Paraît-il. Ça fait 2 références au foot, j'arrête là. Quelle est l'œuvre sur laquelle tu as bossé qui te reste le plus? Dans l'anime ou en général? Partout en général. Ça peut être de l'anime, mais... Ah ben, j'avoue que The Office,
Ah ouais, ok. Pour les raisons que je t'ai données, Ouais. c'est là où j'ai pu faire le plus de choses sur un seul et même produit. Passer des larmes au rire, il m'a fait chanter, il m'a fait faire des petits vieux. C'est vrai. C'est vrai, quand on y repense. Ouais. C'est Broadway, quoi, ce rôle. Ah ouais. Sur 8 saisons, quand même. 7 saisons, quand même, tu vois. Donc, pour ça, je dis souvent, je ne suis pas prêt de retrouver un personnage comme ça. Alors, j'ai quand même fait avant, j'ai eu la grande chance de faire, je ne sais pas si tu connaissais cette série, c'était d'ailleurs, je pense que Libra a pensé à moi pour passer des essais de Michael Scott grâce à cette série que j'avais fait chez eux, c'était Dream On. C'est avec Brian Benben. Mais je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Ça vaut le coup d'œil. C'était une série en fait qui est sortie sur Comedy Club dans les années 90 en VO. Ok. Ils pouvaient pas faire la VF parce qu'à l'époque, c'était bourré d'extraits noir et blanc des vieux films de la Warner. Et ils n'arrivaient pas à avoir les droits de ça. Et ils ont fini par les avoir. Et donc, on a pu faire le doublage de ce truc, mais 10 ans après. Et donc, pour moi, ça a été un truc incroyable. Bon, j'ai passé des essais aussi. J'ai été pris, j'ai eu de la chance. Ça a fait 6 mois de boulot. Et Mathieu m'avait dit, écoute, c'était déjà Martin Brieux, qui m'avait dit, écoute, tu es pris, mais maintenant, il faut que tu me donnes pendant 6 mois, 2 jours par semaine. Ah ouais, ok, ouais. Bah oui, parce qu'il y avait, tu vois, 6 saisons, blum, le bloc, puisque le truc avait été fait 10 ans avant, tu vois. Ouais. Et le personnage était haut et en couleur aussi. Donc, je pourrais presque dire qu'après Dream On, j'aurais pu dire « Ah, je suis pas prêt de retrouver un personnage. » Et j'ai eu... non, voilà. Il faut jamais dire jamais. Mais je reconnais que depuis Michael Scott, même, j'ai eu Tyrion et tout ça, mais c'est autre chose. Même s'il y a une belle évolution chez Tyrion, c'est pas la diversité de Michael Scott, quoi. Ouais. Les gens qui nous écoutent et qui te regardent ont parfois du mal à comprendre que tu ne peux pas te souvenir de toutes les répliques, tous les rôles que tu as fait depuis tes débuts. Et souvent, quelqu'un me dit dans les commentaires « Vous avez oublié de parler de ci ou de ça ?» Alors je précise donc que ce n'est pas un oubli. Je rappelle qu'on ne peut pas parler de l'entièreté des rôles. Oh oui. Alors, petit 1. Ce n'est pas le but de DVTI. Le but de DVTI est de montrer que les voix ne sont pas que des voix. Aller à la rencontre des êtres humains derrière leur casquette d'artiste, c'est ça qui m'intéresse. Et 2, si je lisais l'intégralité des lignes de la voxographie de Constantin, je pense que ça n'aurait pas grand intérêt. Ce serait comme lire une liste de courses. Oui. Véritablement. Ou l'annuaire. Voilà. Puisque ce ne sont que des ingrédients de la carrière de l'artiste en présence. Est-ce que tu peux me parler de cette dichotomie entre la perception du public et ce que tu vis vraiment? As-tu eu des moments, je ne sais pas de quoi il me parle, mais je vais faire semblant pour ne pas le décevoir, dans des conventions par exemple? Il y a de tout dans les conventions. Oui, alors... Tu vois qu'il ne comprend pas que il te parle d'un truc, mais toi tu as oublié, tu es passé à autre chose. Déjà, la première chose qui est toujours très étonnante dans une convention, c'est que tu es presque Peter Dinklage pour eux. Tu vois ce que je veux dire? C'est alors que tu n'es que la voix française de Peter Dinklage. Ok, d'accord. Il y a déjà ce contact-là. Ouais. Donc, je reviens souvent là-dessus en disant « Je ne suis que la voix française ». Mais de temps en temps, il y a un trouble chez eux. Pour eux, c'est... Ils entendent Peter Dinklage. Ouais, tu vois. Donc, déjà, c'est un truc un peu compliqué. Après, pour le reste, la difficulté, parfois, c'est que... Il y a des gens très timides. Ouais. Et quand ils arrivent, il y a un bruit sonore. Hein, c'est souvent dans des immenses hangars. Moi, j'ai dû perdre des aigus, donc dès que c'est un peu sourd, j'entends plus rien. Et j'ai du mal à leur faire répéter 5 fois. Pardon, j'entends pas parce que eux, ils n'ont pas augmenté de volume. Hein, parce qu'ils sont timides. Ouais, oui, je vois. Donc, il y a ce problème-là. Donc, au bout d'un moment, j'essaie de lire sur les lèvres. Donc, je fais un peu une réponse fourre-tout, tu vois. Ouais. Alors, après, peut-être, est-ce que leur timidité fait qu'ils ne sont pas capables de me dire « Mais attendez, vous n'avez pas du tout répondu à la question ». Ils sont peut-être satisfaits de ce que je leur ai dit, tu vois. Il y a peut-être ce phénomène-là. Et puis, peut-être que la réponse que j'ai donnée, qui n'était pas celle qu'ils attendaient, ils attendaient, leur plaît quand même, tu vois. Ouais. Donc, et puis, tu as ceux qui débarquent et ils se posent devant toi et ils te parlent pas, quoi. Ah ouais. Et là, il faut aller au contact, hein. Mais j'adore. Oui, bonjour, vous venez pour... Ah ouais. Une baguette bien cuite, s'il vous plaît. Tu vois, c'est... Ouais. Mais j'adore ça. Ah, j'adore ça parce que, encore une fois, on est dans les studios, donc on a aucun contact avec personne, à part l'ingé et les copains et le DA. Ouais. Mais quand on sort dehors, on passe à autre chose. Là, tu es en vrai contact avec ceux qui te suivent, qui t'écoutent et tu fais des rencontres, mais incroyables, à tous les niveaux, différentes... Enfin, des trucs, ouais. Et les gens sont comme ils sont, mais c'est pour ça qu'on les aime. Il y a un moment donné. Et puis encore une fois, la timidité, c'est une qualité pour moi. Faut pas. Absolument. Mais j'ai un respect la cacher, la mettre inouï de côté. pour eux tous. Enfin, je veux dire, puis des familles entières. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de Yusuke.
j'ai vu un père venir avec son fils parce que le père avait connu la série, il a refilé le bébé au gamin et je trouve ça tellement mignon, tellement mignon. Il y a des rencontres, ouais. J'ai vraiment fait des belles rencontres. C'est un moment de rencontre, je trouve. Et on se doit, je trouve que si on est là, c'est aussi grâce à eux. Donc merde, on se doit d'être là pour eux, tu vois. T'as bien raison. Je trouve. Alors j'ai lu que ça, par exemple, tu donnais des cours de doublage à la compagnie du Vagabond. Oui. Mais je ne savais absolument pas du tout. Oh bah tiens, fichtre alors. Bon, donc oui, nous nous y sommes déjà croisés. Oui. Allez, dis-moi, quelles sont les idées reçues sur la synchro que tu entends le plus ? De la part des stagiaires qui arrivent ? Ouais. Ah bah ils ont le sentiment que c'est de la voix qu'on plaque. Il n'y a pas de jeu, pas besoin de jouer. D'accord, de la lecture qui alors, bouge. C'est assez curieux parce que je trouve que la synchro, il la chope très vite. Ouais. Curieusement. Il la chope très très vite. Moi, je me souviens dans mes débuts, je n'ai pas chopé ça aussi vite. Tu vois, mais peut-être parce comme on est là, on leur donne un peu 2-3 clés quand même. Moi, on ne va pas donner de clés parce que j'étais formé sur le tas, t'assistais et personne ne me disait rien, tu te démerdes. Tu essaies de comprendre comment ça fonctionne en regardant les autres. Tandis que là, bon. Ouais. Mais ils vont assez vite. En revanche, là où ça devient compliqué, c'est qu'ils n'écoutent pas les volumes, les projections, les adresses. Ils pensent que simplement de dire le texte et de le dire de façon articulée, propre, ça suffit. Bah non. Ah ouais. Et donc, on leur dit au bout d'un moment, oubliez la synchro, nous, on veut du jeu. Jouez. Vous êtes comédien, il faut jouer, les gars. C'est très intéressant ce que tu dis, t'es pas le premier à le dire, et il faut le dire et le répéter. Quand on entend, oui, on me dit que j'ai une belle voix, comme nous a dit déjà Dorothée Pousseau, la voix, on s'en fout. On a tous la voix qu'on a, et on a besoin de toutes les voix dans le doublage. Absolument. Voilà, donc l'important, c'est de savoir jouer et de véhiculer des émotions. La différence se fait là, bien sûr. Elle a tout à fait raison, bien sûr. Et ça, je le rabâche. Donc même à des comédiens, parce qu'ils sont tous comédiens, ces stagiaires. Bien sûr. Il faut leur dire que, attention. Mais je pense que au début, ils appréhendent la technique, c'est la première fois, ou l'une des premières fois, et du coup, ils sont encore focalisés là-dessus. Alors, il y a ça, et puis mine de rien, Mathieu, il y a aussi le fait, c'est souvent des gens qui viennent du théâtre, donc avec des textes appris, des répétitions, un travail sur l'acteur. Là, t'arrives, t'as pas le temps de tout ça. Faut y aller, et ça, ils n'ont pas l'habitude. Et c'est pour ça que je leur dis que souvent, à la fin du stage, je leur dis, peut-être que vous ne ferez pas de doublage, mais vous allez voir, vous allez travailler beaucoup plus vite quand vous allez passer des castings, vous allez avoir des propositions beaucoup plus rapides sur le texte qu'on vous donne à l'instant T, tu vois. C'est pas du tout le même travail qu'au théâtre. Mais je vois arriver des gens qui ont cette formation de théâtre et qui sont perdus parce que d'un seul coup, il faut aller très vite dans le jeu. Et ça, au théâtre, t'as pas l'habitude de ça, tu vois. Tu as le temps de travailler, etc. Et je pense que la problématique est là aussi, tu vois. Elle est là aussi. C'est-à-dire qu'il faut... t'as l'impression qu'ils attendent un peu trop la béquille et qu'ils sont pas assez force de proposition. Exactement. C'est quasiment que ça, d'ailleurs. C'est quasiment que ça. Alors, ceux qui... j'ai toujours, à peu près 8 à 10 stagiaires, j'en ai toujours un qui comprend tout très vite et qui déjà propose. Après, il y en a 2 autres, ça va le faire. Et les 7 autres travailleront peut-être, mais ça va être plus dur, il va falloir qu'ils pratiquent, tu vois, par rapport aux 3 autres. Ça, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que souvent, on entend, oui, mais le doublage, c'est un peu élitiste, tout ça. Alors, tu viens de dire les chiffres, grosso modo, sur 10 comédiens, qui sont déjà comédiens, qui sont professionnels, il y en a un qui chope tout de suite. Et il y a plus de chances que ce soit lui qui réussisse, là où les autres vont devoir travailler. Pourront y arriver, mais vont devoir un peu galérer. Absolument. Et voilà, donc ça dit ce que ça dit quand même. Tu fais ça depuis 4-5 ans maintenant, je crois. Oui. Que tires-tu de cette activité ? Un enrichissement personnel. Un rapport social merveilleux. Ça me fait progresser parce que je pars toujours sur l'idée que s'il n'a pas réussi à faire ce que je lui ai demandé, c'était pas forcément lui, c'était peut-être moi qui ne le disais pas bien. Donc systématiquement, la recherche d'être le plus précis possible. Je déteste le mot diriger, je préfère celui d'accompagner, d'assister. Moi, je dis guider. Je serai votre guide. C'est très joli aussi. Oui, accompagner, guider. Diriger, je n'aime pas du tout ce mot. Je trouve ça insupportable. T'étais traumatisé avec des pères fouettards ? Ouais, ça veut dire déjà que c'est... Rigide. On va pas te laisser, tu vois, on va pas te laisser ta place, alors que c'est eux qui vont... C'est eux. Nous, on doit juste les faire fleurir. Enfin, moi, par rapport à la DA, même dans le doublage, je comprends pas qu'on veuille tirer le meilleur d'une plante en lui tapant dessus. Tu veux la plus belle chose de ta fleur, tu l'arroses, merde, tu vois. Et je trouve qu'en formation, c'est pareil, il faut les accompagner, les guider, les assister, et voilà.
Et ça, je trouve ça riche. Et à chaque fois que je vais là-bas, je kiffe, Mathieu. Parce qu'à chaque fois, tous les groupes sont différents. À chaque fois, c'est une nouvelle aventure. Ça vaut de l'or, ça. Et à chaque fois, tu te remets en cause toi, quoi. Tout le temps. Et je trouve ça super. Est-ce que ça t'a donné plus d'empathie pour les DA avec qui tu bosses? Oui, parce que, oui. En tout cas, ceux que j'aime bien. Je leur dis, putain, c'est pas facile, quoi. Mais c'est un autre travail quand même. Parce que, en formation, quand même, on n'a pas de compte à rendre, on n'a pas de rendu, tu vois. Là, il faut quand même qu'ils ont un planning à respecter, etc. C'est ce que j'explique d'ailleurs aux stagiaires. Mais oui, bien sûr, là, oui, parce que... Bon, ceci dit, il y avait plein de choses. Alors, je les avais compris sur une autre thématique, tu sais, tellement comme je comprends pas pourquoi ce gars, il pense jamais à moi. Et moi, j'ai eu la chance très vite. Ma marraine de doublage, c'était Patricia Angot. Et Patricia, un jour, on déjeunait, je crois, puis elle était sur le casting pour faire un autre truc, et je la vois sortir son répertoire. Et là, tu vois qu'il y a 1000 noms, et là, tu comprends que, non, elle ne peut pas penser qu'à toi, tu vois. Ouais. Déjà, ça m'avait aidé à comprendre ce qu'est un DA. Voilà. Pas faux. Bon, parlons photo. Alors là, tous les deux. Une de tes plus grandes passions. Alors, qu'aimes-tu photographier? Écoute, j'étais parti sur le principe de tout aimer. J'aime beaucoup tout. Ok. J'aime beaucoup les photos de rue, mais ça, je pense que tout photographe adore photos de rue. Les paysages, quand tu as quelque chose d'assez incroyable dedans. Mais je trouve que la finalité, c'est le portrait. Et que je vais aller de plus en plus vers ça. Mais j'aime bien aussi, maintenant j'ai aussi une autre thématique qui est la matière. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, tu trouves une plaque de rouille, tu prends la rouille, c'est assez étonnant comme rendu. Hein. La rouille, le bois qui vieillit, des gouttelettes d'eau qui tombent sur un endroit un peu spécial. Aujourd'hui, c'est le portrait et la matière. Tu vois, la dernière expo que j'ai faite, c'était sur la matière. Sur la pierre, sur le fer, la rouille. J'aime bien ça. Mais le paysage reste encore là. Mais le portrait et la matière, actuellement, c'est ce vers quoi je vais. C'est quoi les retours que tu as eus pendant tes expos? Qui t'ont marqué, en bien ou en moins bien? Par exemple, tu vois, pour la matière, c'est l'originalité. Ils étaient à se demander, mais c'est quoi? Ah ouais, ok. Et ça, ils aiment bien. Est-ce que c'est vraiment un gros plan? Ouais, tu vois, tu n'as pas de... Tu vois, la rouille, par exemple, c'est pas tout de suite repérable. Et ça les épate, tu vois. Donc, ils aiment bien l'originalité de la photo et de se demander, mais qu'est-ce qui vous a fait penser à prendre ça? Pourquoi vous l'avez pris? Et qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Donc, du coup, ça engage la conversation et du coup, c'est intéressant. Pour le reste, après... Sur les portraits, tu as eu des remarques? Sur les portraits... Non, parce que, en tout cas, pour la dernière expo, non, parce que j'en avais pas. Ce qu'ils aimaient, je ne sais pas si tu avais vu les photos que j'avais prises de Damien Ferrette. J'essaie de casser le portraitiste de base. J'ai été prendre. C'est à un moment donné où il avait pris 10 kilos. Tu les as fait, c'était récemment ou pas? Parce que ça fait un petit moment maintenant. C'était le moment où il s'était fait une espèce de crête, un look un peu punk avec 10 kilos. Et j'ai dit, avant que tu maigrisses et tout, et garde ça, il faut qu'on fasse une séance. Et on est partis en sucette tous les deux, c'était super. Moi, je veux casser ce truc. Bon, même si après... Mais je vais pas essayer d'aller vers les boucs de comédiens, ça m'intéresse pas. Enfin, tels qu'on les connaît, tu sais, comme ça. C'est toujours les mêmes poses, chier, quoi. Face la fenêtre. Donc, quand j'ai eu des retours, ils aimaient le fait que je cassais un peu cette, tu vois, cette image qu'on a du portrait à chaque fois. Trop propre, finalement. Trop propre. Ouais. C'est quoi la photo pour toi? Un espace de liberté. J'ai pas de patron. Je pars à l'aventure. Je sais pas ce que je vais faire. Donc, c'est open space, tu vois. On a parlé photo avec Guy Chapelier, qui est aussi dans ça, qui a toujours son appareil vissé autour du cou. Lui, il est très photo de rue. Oui. Tu fais ça, toi? Tu pars dans la rue et puis un jour, tu te dis... Allez, de temps en temps, oui. Moins que Guy. Ouais. Mais ouais, de temps en temps, ouais. C'est ça, c'est cette démarche que tu as pour aller choper de la rouille, par exemple, ou c'est des... Ouais, je pars... alors, je prends beaucoup de photos quand, évidemment, quand je suis en vacances, parce que je suis un peu détendu, parce que tu te rends compte que quand tu es très fatigué ou que t'es pas... c'est difficile de faire de la photo, c'est une souffrance, tu vois. Mais bon, comme j'imagine quand on écrit un roman ou un scénar, il faut quand même une disponibilité de l'esprit que j'ai pas toujours. Et donc, c'est beaucoup à l'île de Ré. Et à l'île de Ré, à un moment donné, je dis à ma femme, écoute, je vais te laisser, là, je vais partir avec l'appareil photo, je sais pas ce que je vais faire. Je verrai. Et donc, je pars, et puis là, d'un seul coup, l'esprit s'ouvre, et tu vois des choses où tu les vois pas. Mais ça t'oblige... Parce que je trouve merveilleux avec la photo, c'est qu'on
On a vu, t'as vu le monde d'aujourd'hui, tu rentres dans un train, tout le monde a des écouteurs, tout le monde est sur le portable, rien à foutre du voisin, on s'en fout. Quand t'es photographe, c'est tout le contraire, il se passe. Tu mates partout. Ouais. Et ça, je trouve ça, il faut. T'es aware, comme dirait Jean-Claude, Complètement, ouais. du monde autour de toi. Complètement. Je sais pas si tu avais vu tous mes portraits, alors je ne peux pas les vendre, je ne peux pas les mettre en... Tous, non, mais j'en ai vu certains, Le métro, tous les gens que j'ai pris dans le train ou le métro, je suis le seul à ne pas être sur mon portrait. Enfin, si je le suis, pour prendre des photos. Mais je regarde. Ouais. Voilà. Alors que tous les autres sont... ils ratent tout ce qui se passe, quoi. J'avais vu des vidéos parce qu'il y en a plusieurs, d'un mec dans le métro de New York qui fait des croquis de gens en face de lui. Ah, des croquis, ouais. Donc il se met en face d'eux et il les dessine. Et les gens sont souvent effectivement à moitié endormis ou sur leur portable ou machin. Et à la fin, il leur propose, il leur dit tiens, c'est cadeau. Et ils les regardent et ils sont toujours super émus et merci, ils ont des étoiles plein les yeux, ils découvrent qu'il y a un monde autour d'eux et puis que quelqu'un leur a prêté suffisamment d'attention et d'un coup la sensation d'exister, machin. Et tu ressens tout ça dans leur réaction, dans leur émotion, et à chaque fois c'est super touchant. Fort ça. Ouais. En plus c'est des croquis, et des croquis, ça va fort ça. Comme quoi, tu vois. Ouais. Comme quoi, il faut pas grand-chose pour aller au contact des gens. Qu'est-ce qu'on a perdu ça, hein. Qu'est-ce qu'on a perdu ça. C'est bien malheureux, mais bon, peut-être qu'on a des remèdes. La photographie, par exemple. Les photos, les croquis, alors pour les artistes, mais il doit y en avoir d'autres aussi. Un bonjour, notamment. Ça peut, par exemple. Ouais. Et alors, juste une petite parenthèse pour Guy, ce qu'il fait est extraordinaire. Voilà. Guy, on en a eu l'occasion d'en parler beaucoup tous les deux et il est formidable. Ouais, il a fait des photos. C'est une belle personne et c'est un bon photographe et un très bon comédien. On est bien d'accord là-dessus. On est d'accord. Hein. T'es plutôt couleur ou noir et blanc ? Noir et blanc. Alors, je pars sur la couleur, mais je les passe toutes en noir et blanc et parfois je dégage la couleur parce qu'elle ne me parle pas. Même la rouille ? La rouille, c'est la seule que je garde en couleur. Ouais. Merci Mathieu, oui. Ouais. La rouille, oui, parce que là, il y a des couleurs invraisemblables. Mais pour les portraits, noir et blanc, je trouve. Alors, le drama qui est beaucoup plus intéressant. Bien sûr. Même les paysages aussi, parfois. Je crois que c'est Hitchcock qui a dit, pas sûr de la source. De la source, mais bon, que prendre quelqu'un en couleur, c'est le prendre lui, prendre la même personne en noir et blanc, c'est prendre son âme. Il n'a pas tort. Et je vais te raconter un truc avec ça. Quand quelqu'un m'a été désagréable, tasse de café, machin truc, qu'est-ce que je fais ? Je le prends en photo. C'est marrant. Et je vais le défoncer. C'est-à-dire que je vais faire une photo et je vais sur le noir et blanc parce que je vais lui choper son âme. C'est marrant. Okay. Alors, c'est une vengeance. C'est une très belle vengeance. Si vous croisez Constantin sur une terrasse de café et qui vous prend en photo, vous saurez... Soyez gentil avec moi, oui. Ouais. Donc je vais dans... Ouais, c'est très juste ce que tu dis. Ouais. Alors je ne sais pas si c'est Hitchcock, il faudra vérifier effectivement, mais ça me parle beaucoup, oui. Mon cousin est photographe de mariage, il a de plus en plus de mal à justifier de sa pertinence. Les gens lui répondent de plus en plus « Non, mais Tati Micheline, elle a le dernier iPhone, donc on n'a pas besoin de vous. » Est-ce que la vulgarisation de la technologie fait de nous tous des photographes, selon toi ? Non, en aucun cas. Enfin, Alors ça aussi, tu vois, on parlait tout à l'heure des retours à l'expo. J'ai quand même un paquet de personnes qui viennent me voir, qui me parlent d'abord d'une petite photo, et hop, qui me montrent tout de suite leur photo à eux. Mais les mecs... Ouais, ça revient presque au doublage. J'ai une belle voix, donc je peux faire du doublage. Non, mec, non. C'est un métier, photographe. Enfin, c'est un œil, c'est avant tout un œil. Tu peux avoir le meilleur appareil photo du monde. Si t'as pas d'œil, tu vas rien faire de bien. Par contre, tu peux avoir un super œil et un appareil de merde et tu vas faire des belles photos, mec. Ah ouais, ça m'a beaucoup choqué. Alors malheureusement, c'est fatal et c'est humain. On leur a mis effectivement dans un truc très vite. C'est vrai, tu as vu sur nos iPhones, tous nos portables, on a une qualité quand même de... Alors, j'ai pas d'iPhone parce que je vois des rétros. Photos, mais je pense que tu dois pouvoir prendre de belles photos avec le tien. Donc oui, mais enfin même là, on voit que des gens qui n'ont pas d'œil et qui vont... Le cadrage est à chier, la distance est à chier, la thématique est à chier, mais ils pensent que c'est génial. Ben non. Donc non, je trouve que c'est c'est un métier. Qu'est-ce qui fait une belle photo, selon toi ? Qu'est-ce qui fait une belle photo ? Quand elle te fait imaginer plein de choses quand tu pars. Si tu restes froid devant, c'est qu'il se passe pas grand-chose dans la photo. Si tu restes froid devant, c'est pas mal ça. Bon, allez, on va se faire une petite conclusion. Viens, on va faire un test. Alors, Wikipédia. Oh la vache. Constantin. Qu'est-ce que tu vas me faire, Mathieu ? Constantin. Je me prends un verre d'eau, je pense que je vais en avoir besoin, non ? Ouais. Hop. Alors,
Je vais donc lire ta fiche Wikipédia, on va voir si c'est intéressant. Alors, filmographie. Tu sais qu'au début, je me suis battu parce que je ne sais pas ce qui se passe. Le problème de Wikipédia, t'as beau changer les trucs, t'as quelqu'un qui repasse derrière. Ah ouais. Il y en a, je ne sais pas combien. Si c'était le même ou s'ils étaient nombreux, ils voulaient absolument que je sois de 1964. Alors ça, c'était un enfer. Alors, c'est à Philippe. J'espère que tu vas me dire 62. Ils voulaient te rajeunir. Bah oui, mais enfin, merde, non. C'est marqué 62. Tout va bien. Ça va, c'est resté. Alors, au cinéma, en film, tu as fait Peter Dinklage dans 14 films. Panique aux funérailles en 2010. Tu faisais Frank. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Frank et sur le film Panique aux funérailles ? Alors, c'était la version américaine qui était absolument hystérique. C'est-à-dire que la version anglaise est sublime de finesse, de... Tu l'as vu le film ou pas, Mathieu ? Ah, tu n'as pas vu le film. Il y a un moment donné, il y a grand-père, il est sur sa chaise roulante et il faut qu'il passe aux toilettes et que alors ça part un peu en vrille. Donc, dans le truc anglais, on comprend qu'à un moment donné, il y a un bout de merde qui tombe sur le doigt du machin. À l'anglaise, très fin. Là, c'est la version américaine. C'était que des blacks. Il y a juste Peter Dinklage qui est le blanc. Et là, le grand-père qui fait... Et là, c'est de la merde partout sur les murs. Enfin, tout était dans l'excès. D'accord. Donc, voilà ce dont je me souviens. Okay. Mais Dinklage, c'était drôle parce qu'il était blanc. Il était l'amant du défunt que tout le monde apprend sur le moment. Bon, c'était un truc de fou. Mais c'était une version... Enfin, c'était too much. Ils ont fait n'importe quoi. Enfin, c'était trop... Ok. Mais je m'en souviens, oui. Tu t'en sors pas mal. Purée, oui. Low Down, en 2014, il faisait Alain. Qui est Alain ? Raconte-moi Low Down. C'est tout récent, ça, Low Down. 2014. Ah non, alors c'est pas ça. Alain ? Non, je me souviens pas. Voilà. X-Men, Days of Future Past, 2014, Bolivar Trask. Qui est Bolivar Trask ? Ça, je me souviens. C'était un savant, un milliardaire ou un savant, je sais plus. Et il voulait récupérer tous ces X-Men, etc. Et donc, il voulait en faire des armes. Donc, c'était un méchant. Ok, pas mal. Dans Alex l'Insoumise, en 2015, il faisait Marc. Qui est Marc ? C'est quoi Alex l'Insoumise ? Alex l'Insoumise, oh putain. Alex l'Insoumise ? Ouais. Ah bah là, j'ai un trou aussi. Ouais. Je sais pas. Oh bon. Là, tu vois, là, je me ferais fouetter en convention. Mais comment ça, ouais, monsieur comment vous pouvez pas vous rappelez pas surtout si t'as des gros fans en plus. Mais c'est ça, en fait. C'est mon film préféré. Je l'ai vu 55 fois. Vous vous rappelez, à la 14e minute. Oh là là, ouais. Fais-moi penser à te raconter une anecdote là-dessus, Mathieu, justement. Bah, tout de suite, maintenant, vas-y. Tout de suite, maintenant. J'ai eu la chance de... J'ai une amie qui a une amie dont le fils a 13-14 ans et il est méga supra fan de Squid Game. Ok, oui, bah oui. Donc, Chloé on n'a pas parlé de Squid Game, effectivement, tu fais le rôle principal dans Squid Game. Comme quoi, super série, première série, bien sûr, trop bien ça. Et donc, j'ai tous ces ados qui m'attendent pour l'anniversaire et alors, ils sont tous à me dire on peut faire la vidéo quand vous faites la phrase finale et tout, à la fin. Alors, la phrase finale, c'était nous ne sommes pas des chevaux, on est des êtres humains, Sauf que là, je ne sais pas ce qui m'a pris. Donc, ils sont tous... Alors, je dis, on va pas... Ne faites pas la vidéo de moi tout seul. Venez avec moi, on se filme en mode selfie. Et là, je fais... C'est très drôle. Nous ne sommes pas des animaux. Et là, je vois 6 petites têtes. Mais enfin, c'est pas le texte. Ouais. Trop mignon. Et là, j'étais là, j'ai pas compris tout de suite. Il y a un problème, mais c'est pas le texte. Pour te dire, c'est inacceptable pour eux de ne pas se souvenir du truc, tu vois. Ouais. Voilà. Donc, je ne sais pas, il faudra que j'aille regarder Max l'Insoumise, c'est ça Alex l'Insoumise. Écoute, tu verras. Bon, voilà, bref, vous avez compris. J'ai fait 4 lignes, il y en a... je sais pas. Alors, rien que sur Dinklage, il y en a 14, je l'ai dit. Steve Carell, il y a 12 films. Bobby Cannavale, on en a parlé, on n'a pas parlé, mais c'est pareil, tu as fait 11 films avec lui. Rob Riggle, 8 films. Tate Donovan, 6 films. John Hamm, 6 films. Aaron Eckhart, 5 films, dont The Dark Knight, bien sûr. John Grease, 3 films. Michael Peña, 3. Mark Strong, 3. Dietrich Bader, 3 films. Voilà, bref. Il y en a beaucoup. Voilà, Petite Jenny 2 en 2004, 2046 en 2004, My Sassy Girl en 2008, Tron l'héritage en 2010. Oui. Il y a la bouse de merde de suite qui vient de sortir. Ça donne pas envie. 2010, Prince of Persia, Les Sables du Temps, avec point d'interrogation. On ne sait pas. On sait que tu étais dedans, mais on ne sait pas quel rôle tu as fait. Personnage, Et toi, est-ce que tu sais? Bon, bah voilà.
incapable de dire ce que j'ai fait là-dedans. Trop bien. Dans The Hobbit, tu fais voix additionnelle. Ah oui, alors... Ah non, Le Retour du Roi du Cantal, c'est ça, en fait, c'est ça. C'est pas le Hobbit officiel de Peter Jackson, c'est un autre. Ça en est un autre. Oui, d'accord, ok. Bon, voilà. Si, t'étais dans Joker, et il y a marqué, tu faisais Stan L. Brooks, et entre guillemets, il y a marqué qui. D'ailleurs, quel rôle, quoi, en fait? Alors, en fait, c'est tout début du film. Il est en train de faire comme ça, là, le Joker devant son miroir, et on entend une voix radio. Je suis cette voix radio. Donc, voix radio. Donc, je démarre le film. Tu as fait... Ah bah voilà, tu as fait voix radio. Mais en plus, c'était pas compliqué à trouver. Non. Par contre, ça, chef-d'œuvre, hein, le premier Joker, bien sûr. Ah, moi, pas j'ai le beaucoup deuxième. aimé. Et je sais que... oui, je trouve que c'est... Fallait le faire quand même, parce qu'on a quand même eu quelques Jokers pas mal avant. Hein, Jack Nicholson et puis... Heath Ledger, je n'arrive jamais à dire son nom. Heath Ledger. Ouais. Et donc là, Joaquin Phoenix a trouvé encore une autre façon de le faire, et j'ai trouvé ça remarquable. Par contre, il paraît que le deuxième, c'est une bouse. Alors, j'ai pas du tout aimé le deuxième. Ah bah on se dit pourquoi. On a l'impression qu'ils veulent te punir pour avoir aimé le premier, parce que dans le premier, comme c'est un méchant, mais que tu as eu de l'empathie pour le méchant, c'est mal moralement, donc on va te punir en faisant... Vraiment. T'as senti ça? C'est le ressenti que t'as en voyant le 2. Ouais, et surtout, on parlait de l'arc narratif de Tyrion, qui est assez à part et exceptionnel dans Game of Thrones. Il y a un superbe arc dans Joker, quoi, tu vois. Il y a une évolution du personnage. Au début, c'est une victime, et à la fin, justement, il est un peu le king de la rue. Il est sur les voitures, et il a un culte autour de lui. Et ça devient le personnage qu'on connaît. Et au début du 2, il redevient comme dans le début du 1. Donc, il refait la même histoire, mais pas pareil. Tu dis, mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Non, vraiment. C'est un coup, non? C'est un coup financier. Ils ont voulu faire un coup, non? Je pense que c'est que ça. Ils ont mis la chanteuse en face, ils se sont dit on va faire un gros truc. Ouais, alors surtout, c'est pas réfléchi, quoi. Je crois qu'ils ont touché, il me semble, quelque chose comme 20 millions de dollars, et Phoenix et le Real. Parce que le Real ne voulait pas faire de suite. Et on lui a filé tellement d'argent qu'il a fait ok, je vais la faire votre suite. Mais genre, vous allez voir ce que je. Ouais, d'accord. Et tu dis, mais qu'est-ce que c'est que cette mentalité? Pourquoi? Pourquoi? Bon, bref. En tout cas, on n'est pas là pour parler des films qui sont pas bien. Oui. On peut parler des trucs qui vont bien. Et on a parlé d'autres trucs qui vont bien. Bref, bon, en tout cas, c'était cool. Merci Constantin d'être passé causer un brin. Tu parles avec grand plaisir. C'était chouette. Ouais, très chouette. Allez, salut l'artiste. À bientôt. Ciao.